Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Soyez bienvenus à bord de votre émission Faut qu'on en parle. Ces dernières années ont marqué une véritable révolution dans le monde de l'éducation en France. Les méthodes traditionnelles de notation que beaucoup d'entre vous ont connues, ainsi que la considération des élèves sont en train de laisser place à des pratiques plus modernes, centrées sur l'inclusion et l'équité. Alors que certains ignorent encore ces changements, il est temps de découvrir ce que cela signifie pour nos enfants, pour les enseignants et pour l'avenir du système éducatif. Aujourd'hui, nous allons donc vous plonger au cœur des coulisses de l'école. Nous répondrons à toutes ces questions avec nos invités experts en éducation. Et vous, via le hashtag FQEP sur les réseaux ou au 07 839 839 75, vous avez montré que ce sujet vous interpelle. Vous êtes nombreux à vouloir comprendre les impacts de ces changements pour vos enfants. N'hésitez donc pas à réagir. Et pour co-animer cette émission avec moi, bien sûr, Mylène est toujours fidèle au poste. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. La rentrée est loin pour certains adultes. Si l'école a évolué, nombreux sont ceux qui l'ignorent. Ces dernières années, il y a eu une révolution dans le système éducatif français. Les méthodes de notation traditionnelles sont remplacées par de nouvelles pratiques. Comment ces changements vont-ils affecter les élèves et les enseignants ? Quels objectifs derrière cette réforme ambitieuse ? Quelles sont ces nouvelles méthodes de notation et quelle place a l'inclusion dans le système éducatif actuel ? Comment diffèrent-elles des précédentes ? Les enseignants sont-ils prêts et aidés pour ce changement ? Nos experts vous expliqueront tout. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette réforme et comment elle vise à améliorer l'équité et la motivation des élèves ? Quels sont les prochains défis pour le système éducatif français ? Comment améliorer le système scolaire français et comment se passe l'école dans d'autres pays ? Révolution scolaire, inclusion et nouveau système de notation ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous avons donc... On a Béatrice Lombard-Etoiti qui est secrétaire générale de Cap École, association en faveur de l'école inclusive. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Maëlys Paty qui est professeure contractuelle d'histoire-géographie. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Charline Prinet, professeure de français à l'externat Bon Accueil à Toulon. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons Éric Luce qui est professeur d'histoire-géographie. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez découvert le sommaire de notre émission sur nos plateformes, notamment sur YouTube ou encore Facebook, vos réactions ont été imminentes et nombreuses. Vous nous avez envoyé plusieurs questions sur l'histoire de l'école, les systèmes de notation et les réformes récentes. Alors pour répondre à vos attentes, commençons cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, quels sont les chiffres clés de l'éducation nationale en 2023 et comment ces statistiques reflètent-elles les enjeux actuels du système éducatif ? L'éducation nationale est marquée par quelques chiffres impressionnants. Le système scolaire français compte 12,7 millions d'élèves et apprentis, dont 6,4 millions dans le premier degré pour tout ce qui est école maternelle et élémentaire et 5,7 millions dans le second degré, collège et lycée. Il est important de noter que 1,2 million de personnels travaillent dans l'éducation avec plus de 853 700 enseignants. Est-ce que tu peux nous parler du financement de l'école ? Oui, le financement de l'éducation représente 168 milliards d'euros, soit 6,8% du PIB français, dont plus de la moitié provient de l'État. Les dépenses par élève varient entre 7 440 euros dans le premier degré et 10 380 euros dans le second degré. On passe tout de suite aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Anthony qui nous écoute là-bas du côté du Mans. Je n'ai plus mis les pieds dans le système scolaire depuis plusieurs années. Je vois passer des réformes à la télé, mais je n'ai aucune idée de la réalité sur le terrain. En tout cas, à mon époque, oui, il y avait besoin de changement. Muriel de Paris, avec le système de notes, les élèves sont encouragés à tricher pour avoir la note la plus haute et non à apprendre. Les élèves n'apprendront rien tant que ce sera comme ça et ils sont plus incités que jamais à tricher plutôt qu'apprendre, je le redis. Eh oui, la triche, on en parlera tout à l'heure, c'est clair. Mais d'abord, on va commencer cette émission en redéfinissant bien à la base, en partant de l'école de manière générale. On y est tous passés, mais qu'est-ce que c'est que réellement l'école ? Qui se lance dans les profs, par exemple ? Éric ? Non ? Oh là. C'est une vaste question. Qu'est-ce que en quelques mots. l'école ? Comment tu résumerais l'école ? Je suis prof d'histoire, donc l'école, je crois qu'on peut remonter très loin. Dans toutes les sociétés, on a plus ou moins eu des écoles.
Parce que, pour une raison qui est simple, quand les parents travaillaient, il fallait qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Sous l'Ancien Régime, c'était souvent des pauvres bougres. On leur donnait les enfants, ils devaient plus ou moins leur apprendre à lire et à écrire, et ça allait pas plus loin. Donc voilà, l'école rentre dans un fonctionnement de la société. Et bon, après, je veux pas aller plus loin, mais il y a les questions des grandes vacances, où on dit les profs, ils ont des vacances. Si on enlevait les vacances aux profs, on enlèverait les vacances aux autres, et ça poserait quand même gros problèmes économiques, etc. Donc l'école s'intègre dans la société depuis très très longtemps. Donc voilà. Une vie tient de prof de français, Charline. Qu'est-ce que l'école ? C'est quoi l'école pour toi ? Ouais. Moi, c'est un lieu où... Alors, je vais rentrer dans les lieux communs. C'est un lieu donc où on apprend, mais c'est surtout un lieu où on apprend donc à vivre ensemble et où les choses sont pas définies de façon à ce qu'on y parvienne. Enfin, je trouve que les conditions sont pas réunies pour cet apprentissage. Pas toujours, pas partout en tout cas. Voilà, pas partout en tout cas. Un lieu d'épanouissement, c'est supposé l'être. Comment on fait pour que ça devienne un lieu d'épanouissement ? Ça, c'est la question qu'on va se poser là, je pense, après. Et donc pour toi, Maëlys, quel est le rôle du professeur en 2024 ? Quel statut doit avoir ? Qu'est-ce qu'il doit apporter aux élèves ? Question compliquée, c'est-à-dire qu'on lui donne beaucoup d'étiquettes, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'au départ, l'enseignant, c'est celui du coup dans son terme qui enseigne, qui transmet son savoir, qui est, je pense aussi, essaye d'apporter cette motivation de transmettre sa passion dans sa matière ou en tout cas dans l'envie d'apprendre et de retenir et de se surpasser, pas dans le sens de notation non plus, mais plutôt dans le fait de se rendre compte qu'on peut développer des capacités. C'est ce qu'on essaie de leur transmettre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un rôle de plus en plus, plus pédagogique, mais qui tourne aussi à l'éducatif réel. C'est-à-dire que on est aussi là ils passent beaucoup de temps en classe. Les élèves, ils sont face à des enseignants toute la journée. Donc on est aussi des référents, qu'on le veuille ou non, on est des modèles, quoi. Donc il y a une posture à avoir, il y a une façon de se présenter, de parler, d'être, qui va aussi rentrer indirectement dans le rôle de l'enseignant, selon moi. Éric, tu partages l'avis de Maëlys ? Oui, je pense que il y a des questionnements qui se posent dès le collège sur certaines questions. Au lycée, c'est pas les mêmes questions. Et l'enseignant, c'est un petit peu le miroir dans lequel on se projette, on pose des questions, on lui demande même des fois, ça peut paraître, mais des choses sur sa vie pour comprendre soi-même. Donc on a des élèves qui se cherchent et je crois que c'est fondamental si l'école veut continuer à exister. Souvent on parle de l'utilité économique, pratique, etc. L'école doit donner du sens. Et je pense que c'est la fonction principale, donner du sens. Voilà. Charline ? Je pensais, j'entendais donner du sens et je trouve que nos enseignements manquent de sens pour les élèves. C'est pour ça que, moi, je sais que j'adhère vraiment à la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on a un projet et on va apprendre ce qu'on doit apprendre traditionnellement à l'école, sauf que ça sera toujours au service d'un projet précis. Donc là, ça a du sens. Voilà, pour moi. Oui, c'est-à-dire qu'ils comprennent, ils se posent les questions pour avancer et du coup, ils trouvent des réponses pour avancer dans leur projet et pas forcément leur donner juste de la théorie sans la mettre en pratique et la conscientiser, la comprendre. Alors, moi, je suis pas à un même niveau et je suis pas du tout un adepte de la pédagogie par projet, personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'artificialité dans les projets. Dans les projets, il y a des financements qui vont avec. Là, ça n'a pas l'air, mais le gouvernement actuellement met énormément d'évolution bureaucratique sur les projets, sur les voyages, etc. Avec, j'ai l'impression qu'ils sont en train tout doucement de virer sur ces questions-là, parce que ça coûte cher. Voilà, donc moi je me pose des questions. Bon, je vais pas vous donner les noms des logiciels qui sont en train d'être mis en place dans l'éducation nationale si on veut faire des projets, mais on peut se demander si ça a pas de quoi, disons, faire changer les avis de certains. Voilà. Moi, je me permets de te rejoindre aussi sur certains points, mais je pense que là, ce qu'elle évoquait, c'est plus l'idée de projet au départ, de donner du sens, en fait. Ouais, voilà. C'est-à-dire que je pense que dans l'ensemble des projets, il y en a qui vont plus amener à être vraiment
insérer du coup là on rejoint un peu cette notion-là aussi, l'élève et du coup lui donner du sens dans ses pratiques. Et puis après il y a des projets qui vont s'étendre et qui vont avoir un beau titre, peut-être une belle étiquette et qui vont pas forcément avoir de sens quoi. Je pense qu'on peut pas englober tous les projets sous le même... Oui, moi concrètement, qu'est-ce que j'appelle projet, pédagogie de projet. Je prends l'exemple de, je vais prendre l'exemple du roman médiéval. Voilà. Nous travaillons en 5e le roman médiéval. Je vais leur apprendre, par exemple, nous allons concevoir ensemble. Ils vont chacun concevoir leur roman médiéval. Vous allez dire, c'est un peu compliqué, on est d'accord. Je travaille avec le prof d'histoire. Le prof d'histoire va par exemple leur apprendre le rôle du clergé, etc. Les oblats, tout ça, par exemple. Ensuite, oui, je sais que c'est un projet que j'ai déjà fait et qui a super bien fonctionné. D'ailleurs, et en fait, si vous voulez, un exemple concret. Je leur donne donc une trame. Ils choisissent parmi 18 trames qu'on a élaborées avec la prof d'histoire. Et le deuxième paragraphe qu'ils doivent concevoir, c'est le portrait du héros. Ce portrait du héros, moi, en tant que prof de lettres, j'ai besoin de travailler les expansions du nom. Donc, c'est vraiment de la grammaire pure et dure. Mais alors, quand tu arrives avec ton cours, expansion du nom, tout le monde s'en fiche, comme de l'an 40, pardon, prof d'histoire, désolé. Tout le monde s'en fiche, Donc, ça n'a pas de sens pour eux, tout ça. Or, quand tu leur montres, tu leur présentes un petit exercice avec un portrait. Sans expansion du nom. Et tu leur présentes ensuite un portrait avec expansion du nom. Donc, ils voient. Et à partir de là, arrive le moment où ils vont devoir concevoir le portrait de leur personnage. Eh bien, quand on aura travaillé toutes les expansions du nom et qu'eux vont arriver avec leur fiche prête, il doit être blond, il doit être machin, ceci, cela, tout ça, ça va avoir du sens pour eux. Ça vient enrichir une description. Et à la fin, donc pour finir sur le projet, il est assez long à expliquer, mais à la fin, il y a vraiment un rendu énorme, un beau rendu. Au début, ça leur fait peur. Parce qu'ils se disent, attends, il faut que je travaille la description, il faut que je travaille le portrait, il faut que j'aille faire des recherches historiques sur l'abbaye du Toronnet, quand, comment, pourquoi, et que sont les chevaliers, etc. Ça a du sens, eux, parce qu'ils ont une production concrète à la fin, une production numérique aussi, donc je leur fais faire quelque chose de numérique, une production audio aussi, ce qui me permet de faire travailler, on arrive à l'inclusion, ce qui me permet de faire travailler l'oral, ce qui me permet également de les faire s'écouter eux-mêmes lire. Donc je pense que en ce sens le projet, pas forcément un projet de partir à l'étranger économique, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envisagé. Déjà, je suis pas d'accord sur la notion de projet, et je suis pas d'accord sur le sens. D'accord, moi tout à l'heure je parlais du sens, c'était pas du sens dans la courte durée, c'était du sens dans la longue durée. C'est-à-dire en gros, les gamins ils sont là pour quelles raisons, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, se poser des questions sur le fonctionnement de la société, etc. Donc, ce qui était le questionnement qu'avaient les premiers philosophes durant l'Antiquité, c'est ce qui attirait. C'est-à-dire qu'on a eu à une époque quand même des jeunes qui allaient voir des adultes pour comprendre des choses. Et c'est ça que j'appelle sens. Quant au projet, je vais pas vous renvoyer, mais il y a quand même pas mal d'études sur ce qu'on appelle la philosophie de projet. Ça vient d'une certaine idéologie. Il y a des très bons travaux là-dessus, et je vous invite à regarder. C'est pas si innocent que ça, que la philosophie de projet. Ça ne sort pas de la planète Mars. Derrière, il y a une idéologie économique qui correspond à une certaine vision de la société. Voilà, c'est pas pour faire joli qu'on nous a mis à une époque ces notions de projet, et on nous les a bien, on insistait lourdement dessus. Et il y a des gens qui, dès le début, se posaient des questions sur les résultats de cette pédagogie basée sur les projets. Voilà. Je n'en dirai pas plus. C'est ce que j'allais demander. Comment les élèves perçoivent tous ces projets ? Est-ce qu'ils sont, tu le disais, un peu plus emballés que par des grands mots qui peuvent faire peur ? Est-ce que c'est ça qui a fait que l'école, il y a 20 ans, a changé ? Est-ce qu'il y a eu un cap qui est passé à travers ces projets-là ? Alors, c'est à moi que tu poses la question. C'est des discussions avec les collègues. J'ai une collègue dans mon lycée qui est une grande spécialiste des projets. Et je la regarde, je lui dis, mais l'école, ça se fait où ? Dans une classe ou en dehors du lycée ? Et elle était gênée. Aujourd'hui, il y a eu une volonté de faire exploser le groupe classe. Il y a eu une volonté de faire exploser les disciplines. Je prends l'histoire géo, moi je suis prof d'histoire géo. On a créé une nouvelle discipline, histoire géo, sciences politiques, etc. Nous ne sommes pas, et je enseigne que l'histoire géo. Alors mes collègues aimeraient bien que je fasse aussi la spécialité, mais je suis pas prof de Sciences Po. Et voilà, et j'ai pas envie. Et là, l'objectif, c'était, alors nous,
les profs d'histoire géo qui ont gardé cette spécialité. Ça a été une guerre parce qu'il aurait dû avoir les profs d'économie avec. Donc il y a une volonté de changer les modes d'enseignement avec des finalités. Alors moi au début, je discutais ce matin avec un collègue, au début je trouvais ça, c'était basé sur la motivation, c'est-à-dire l'élève veut faire de l'histoire géo, ça l'intéresse, bon, je trouvais ça pas inintéressant. Au final, on est retombé sur ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire en gros, il y a des catégories socio-professionnelles qui prennent essentiellement maths physique, et puis les autres se retrouvent, donc on retombe sur le vieux système qu'on avait avant, avec une grosse différence, c'est qu'en fait, les élèves, ils ont des emplois du temps, je vais utiliser le terme, pourris. Ils viennent, ils ont des trous en plein milieu, etc., parce que c'est ingérable par les administrations. Les enseignants ont des emplois du temps pourris, en fait. Je crois qu'il y a quasiment l'unanimité, je vais pas envoyer sur la réforme, sur les spécialités, parce que l'idée de départ était pas mauvaise, travailler sur les motivations, mais au final, et comme tout, c'est là où on reviendra beaucoup, c'est comme tout, si on ne réfléchit pas à comment on met en place des politiques et sur de façon pratique, les bonnes, comme je disais tout à l'heure, l'enfer est pavé de bonnes intentions et chez nous, on subit beaucoup de ça. Voilà, je vous laisse parler sur le reste. Comment on peut, par exemple, promouvoir l'inclusion et la diversité au sein de l'école aujourd'hui? Alors, l'inclusion et la diversité. Juste de manière, on rentre en détail en seconde heure de l'émission. Là, vous me posez est-ce que c'est un... Charline, t'as peut-être une idée? Charline? Quelqu'un? Comment on peut... Alors, il y a déjà 2 termes. Oui, Béatrice. On inclut et il y a la notion d'inclusion et de diversité. Donc, est-ce que ces 2 termes se rejoignent ou est-ce qu'ils sont concordants? On peut se poser la question déjà. Alors, moi, l'inclusion, c'est vrai que je la vois à travers le prisme d'élèves qui ont des particularités, des troubles, par exemple, de l'apprentissage, on les etc. tous tout à l'heure en détail. Oui. Donc toi, tu le vois comme ça? Oui. Moi, voilà, c'est vraiment comme ça que je le perçois, comme mise en place des aides, des différenciations, etc., quoi. Avant de dériver un petit peu sur les notes, comment, parce que là on a eu le ressenti plutôt prof, on va dire même bien engagé, je pense du côté d'Éric. Non, je non, mais oui, pense que c'est la vie tu as raison. de la majorité du corps enseignant. Comment du côté des élèves, l'école elle est perçue aujourd'hui? Comment vous arrivez à le voir ça? Qu'est-ce qui a changé moi, ces dernières décennies? Je leur demande souvent, je reviens là-dessus, c'est long. Il y a eu. Ça c'était long avant aussi, en fait. Ah non. Non, ça a toujours été long, ça l'est de plus en plus. Ça n'en a pas l'air, mais en fait, ils ont énormément de trous dans leur emploi du temps, etc. Je prends le cas du lycée. Il y a eu, à une époque, il y a eu une tentative de réforme. Je suis critique, là, je pensais que c'était une très bonne idée. C'est-à-dire, en gros, faire travailler le matin, d'alléger, donc c'était la réforme. Des pays où ils font du sport l'après-midi. Voilà, c'était cette réforme-là. Je pense que c'était une très bonne chose, et c'est là où on voit toute la faiblesse de notre État. C'est-à-dire que plutôt que d'imposer ça, on a proposé ça pour les écoles primaires, et on a dit aux mairies, débrouillez-vous. Et au bout de 2 ans, on a tout jeté à la poubelle, alors que c'était une excellente décision. C'est-à-dire qu'il faut être clair, quand moi j'ai des élèves qui commencent à 8h, qui finissent à 18h, quand ils arrivent à 8h le matin, c'est quoi leur objectif? Dormir. C'est encore d'être vivant à 18h. Ouais, non, mais bien sûr. Voilà. Donc Donc la perception de l'école est devenue... bien sûr, c'est extrêmement long. des Et donc journées en plus fait, longues pour les c'est élèves. des espèces de matchs d'assurance et d'endurance et de marathon. Voilà. Et après, on n'a pas on manque d'énergie. Alors là aussi, on va avoir de l'énergie. Et puis après, ils se reposent. Mais c'est lourd. C'est extrêmement lourd. Et ça, tout à l'heure, je disais les enseignants, mais pas mal d'enseignants ne le comprennent pas. Disent mais non, nous à mon époque on faisait plus, etc. Moi j'ai l'impression, alors peut-être la société a évolué, mais pour eux c'est lourd. Oui, et puis en plus de ça, ça rejoint aussi ce que tu évoquais au début sur la question de sens. C'est-à-dire bien sûr. Pour répondre à la question, je pense qu'ils n'ont pas forcément la notion de ce sens-là de à quoi sert l'école, mais c'est plus vu encore comme une obligation, il faut se rendre en classe, et puis ils errent de telle matière à telle matière sans vraiment faire forcément des ponts entre les matières, entre les espaces de réflexion, et puis c'est un peu vu comme une obligation, certes, mais c'est vrai que
le fait d'apporter des réflexions plus larges, c'est-à-dire plus philosophiques sur le sens de l'école, pourquoi ils sont là, que c'est plutôt une boîte à outils qu'on va leur donner pour leur permettre de réfléchir par eux-mêmes, d'être indépendants, de pas être sujet à certaines manipulations, d'avoir des notions et de c'est ça qui va les motiver. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut souvent rappeler parce que c'est même des choses que nous on peut oublier aussi au quotidien dans notre travail, dans nos pratiques de vie tous les jours. Et eux, c'est des moments où finalement ils ont besoin d'échanges, de comprendre, de se poser des questions, de répondre, d'avoir des humains en face aussi et pas simplement juste des professeurs. Et ça pose la question aussi de la place de chacun, de statut, c'est-à-dire que l'école elle est vue comme un espace obligatoire et les profs sont souvent les personnes qu'on va tenter de défier parce qu'ils représentent l'autorité, parce que c'est imposé, mais on sait pas trop en fait pourquoi, mais c'est comme ça. Alors qu'en fait, si la réflexion est menée dès le début, je suppose que du coup c'est ce que tu dois faire. Sur ce que tu dis parce voilà, que... en disant à quoi ça sert. En fait, si on était plutôt pas sur une forme pyramidale, mais plutôt horizontale, où on est juste là pour se transmettre des choses. Mais il faut aussi que du côté des professeurs, ça soit ouvert et à l'idée que eux aussi ont quelque chose à nous apporter dans leur réflexion, dans leur questionnement, et qu'on n'ait pas une science infuse, immuable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, puis c'est trop vertical. Oui, en fait. voilà. Alors, le prof, donc justement, je pense... lui-même instaure cette barrière. Voilà, et donc parfois, ils empêchent par leur comportement. Donc, c'était la question. Je pense que c'est comme ça que les élèves perçoivent l'école. Pour revenir sur ce que disait ma collègue, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a la dimension sociale. C'est-à-dire, il y a des élèves qui cherchent du sens, qui se posent des questions, et on a des parents, et c'est un gros problème, on a des parents qui imposent aux enfants. Mon fils, plus tard, je suis médecin, tu seras médecin. Ah oui. Et le gamin, il va prendre l'option maths physique, et les collègues de maths se disent, mais il a pas le niveau, etc. Des fois même, il aurait pas dû arriver là, parce que les parents, en fait, ont été faire un tour à l'administration, et l'ont fait passer. Et c'est des gamins, et après, moi, des fois, je vais pas dire que je casse, mais je dis gamin, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu te sens à faire, est-ce que tu veux faire médecin toute ta vie? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui te, ça a été poussé, mais ils sont poussés, Et à l'inverse, pour quelle raison ça marche si mal en lycée professionnel? On nous dit, mais il faut développer le professionnel, etc. Moi, je me rappelle d'un jeune gamin de STI, STI, c'est pas professionnel, c'est les voies technologiques, c'est des voies intermédiaires. Et il me disait, mais je voulais pas être là, mais on m'a mis là parce que je pouvais pas aller ailleurs. Oui. Et donc, ils sont là. Et c'était un gamin de STI où il y a des possibilités, où on peut sortir. Et les gamins de lycée professionnel, pour beaucoup, pour la majorité, ils sont envoyés là parce que ils ont compris qu'on ne voulait pas d'eux ailleurs. Et des fois très tôt. Il y a que dès la troisième, on leur dit déjà, vous ne pourrez pas évoluer. Psychologiquement, ils l'intériorisent en plus et se dénigrent, quoi. Mais bien sûr. Et donc, il y a, le prof, il est assimilé à l'institution qui les a mis là. Et d'où le problème. Et là, c'est quoi la solution de ça? Vous l'avez peut-être entendu. Les lycées pro ont commencé à dire, il va peut-être falloir s'en débarrasser. Et voilà, donc les mettre dans un autre ministère, etc. Les lycées pro sont des lycées qui sont à terme plus ou moins condamnés, mais plutôt que de réfléchir là-dessus. Voilà. Oui, et en plus, par rapport à ce que tu évoquais sur la question des matières, et les notes ne suivent pas, admettons, dans le domaine scientifique. La question aussi de base, c'est parfois on demande les résultats, mais on prend pas le temps à l'élève, pareil, de débloquer ce côté-là de pourquoi tu te bloques, pourquoi tu n'as pas envie d'essayer, parfois, ou parce que ça l'intéresse pas, de toute façon j'aime pas, ça m'intéresse pas, alors que parfois, selon les approches, ça peut parfois permettre de débloquer certains... Et puis tu as des représentations. Oui, que pendant aussi. longtemps, alors là on essaye de lutter contre ça au lycée avec plus ou moins des semaines consacrées à ça, mais il y avait l'idée qu'il y avait des gens qui étaient littéraires. Oui, et scientifiques. Et scientifiques. Comme si c'était inné. Et que généralement, qui étaient littéraires? Les jeunes filles. Alors donc vous aviez dans les classes de L que des filles, et dans les classes de maths bon voilà, donc il y avait ça. Après il y avait l'idée clichés, quoi. Oui, des clichés. Ouais, complètement. Et après il y a l'idée que en maths je suis bon, etc. Alors que quand on regardait, et je revenais sur la tricherie, c'est pas de la tricherie mais c'est lié les cours particuliers. Qu'est-ce qui fait qu'à des moments il y a des élèves qui vont pas décrocher en mathématiques et d'autres oui? C'est triste à dire, Ségolène Royal l'avait bien dit à l'époque, mais quand on a des parents qui payent
des cours particuliers de mathématiques, c'est de l'inégalité. Et voilà. Et c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est qu'il y en a un à la maison, on l'aide. Voilà. On continue. Justement, ça nous fait une excellente transition, je dirais, pour dériver sur les notes. On se retrouve dans quelques secondes sur Pro Radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Et oui, les notes, un bon souvenir pour certains et un cauchemar pour d'autres, mais peu le savent. Comment sont concrètement notés les élèves ? Est-ce que les professeurs sont totalement libres de le faire ou est-ce qu'il faut, j'imagine, respecter des compétences, des points clés ? Des grilles. Alors non. J'arrive. Non, on n'est pas libre. Alors par quoi je vais commencer ? Je commence par les examens où on a des inspecteurs qui nous disent faut noter positif, puis quand on n'a pas compris, ils insistent lourdement. Des fois, ils renvoient des tas de copies à des collègues qui ont une 9,5. Bon, ça m'est arrivé des collègues, pas moi, mais pour remonter des notes. Le collègue dit mais c'était un tas de mauvaises copies, j'y peux rien, ça arrive. Par contre, l'inverse, jamais. Commission d'harmonisation. Généralement, les commissions d'harmonisation, ça harmonise toujours vers le haut. Alors une fois, c'est assez intéressant parce que j'étais dans un lycée, puis il y a une commission d'harmonisation. Et pour la première fois, c'était une harmonisation vers le bas. Peut-être jamais vu. Et puis j'en parle avec le proviseur adjoint de ce lycée. Alors je vais pas dire où, ça remonte à pas mal d'années. Et il était assez inquiet sur le fait qu'on montait tout le temps les notes. Hein. Et puis à la fin, il me dit oui parce que je vois que j'ai mon fils qui est pas très bon et il a des super bonnes notes et j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que on se ment. Hein, vous prenez, et on se ment officiellement, c'est-à-dire que vous prenez les mathématiques moyennes dans mon lycée, ça doit être, la moyenne du lycée, ça doit être 13. Ensuite, vous regardez, comment ça s'appelle, les tests internationaux, voilà. L'évaluation nationale. Là, Non, Et comment ça se passe, justement, les PISA, tests, non, PISA, ouais. PISA, test européen, on est mauvais. Donc, Charline, comment ça se passe, toi, de ton côté ? Moi, pour les notes, Ouais. alors, moi, je note large. Moi, je fais partie des méchants qui notent trop haut. Pour les méchants, tu fais comme beaucoup de monde. Oui, voilà. Mais pourquoi ? C'était pas comme ça avant. Mais Aujourd'hui, pourquoi ? il y a des Parce élèves que qui quand sont je fais avec une 17, dictée 18 de qu'ils ont moyenne. tous 0 et qu'il y a 10 fautes à corriger par ligne, en fait, ils ont même pas envie de regarder là où ils ont faux. C'est illisible, la copie est illisible. Donc, je vais par exemple, et là, enfin voilà, j'arrive, c'est là où je passe à l'inclusion, mais en fonction des résultats, je vais me dire, bon voilà, j'ai étudié tel point de grammaire, tel point. Non, mais Je vais la question, focaliser c'est ma dictée pourquoi, sur... à l'époque, on avait 12 de moyenne, 13 de moyenne, c'était excellent. Je parle il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ils ont des 17, 18. Déjà, le temps d'enseignement Comment ça se fait ? d'orthographe, le temps d'enseignement est diminué. J'ai un de mes collègues... Oui, mais les élèves ont des notes plus hautes aujourd'hui. Oui, Il y a mais quelque le chose de niveau. bizarre. Oui. Oui, Mais mais alors, le on a niveau, l'impression que le niveau a baissé. pourquoi ils sont plus mauvais aussi ? Je vois un de mes collègues, il avait 4 classes. Nous, en français, on a 4 classes aujourd'hui pour un temps plein. Il s'avère qu'avant, lui, il avait 2 classes pour le même nombre d'heures. Ouais. C'est mathématique. Ils ont 2 fois moins de français. Donc forcément, ils peuvent qu'être moins bons. Et je rentre pas dans les écrans qui empêchent le travail à la maison, etc., etc. Tout ça aussi, ça fait partie de la Tout ça problématique. s'explique. Et donc, il y a bien une baisse de niveau, en fait. Alors, Bon, là, Bien on sûr, dérive il y a complètement. une baisse de Ouais. niveau, oui. Alors, il y a l'histoire du niveau, il y a l'histoire de la notation. C'est deux choses différentes. Bien entendu, un élève qui a 0, il ne fout plus rien. On est d'accord, Je c'est suis pas complètement encourageant. d'accord. Donc, ouais. Mais on peut, quand un élève, on lui met 7 ou 8, c'est pas mettre 0. Quand on lui met 7 ou 8, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est pas très bon, ça veut dire qu'il peut s'en sortir. Voilà. Et donc, moi, ce qui me gêne, c'est on a l'année dernière, par exemple, pour montrer les dangers de la philosophie de mettre des notes, j'avais 2 élèves, et on arrive ça au lycée, c'est à la puissance 10 qu'on a des phénomènes comme ça. Des élèves qui se retrouvent avec des élèves bons, mais pas plus que ça, qui se retrouvent avec 17 de moyenne générale. Moi, je connais des élèves qui avaient 20,5, c'est possible. Ouais, avec les options, fille d'un collègue, 20,5. 17 de moyenne générale. Il y en a une qui est prise dans aucune classe prépa, et l'autre qui est prise à Henri IV à Paris. C'est-à-dire qu'on arrive au final, avec le Parcoursup, comme les notes ne veulent plus rien dire, on arrive on ne comprend pas, les logiques du Parcoursup. Je suis au lycée, donc. Non, bien sûr, mais justement. Voilà. Et je peux te dire que c'est des questionnements à chaque fois sur les orientations. Voilà. Après, Ils choisissent plus leur orientation, je pense qu'il y a une psychologie de la note. Mais après, tu en arrives à des risques. Moi, j'ai une élève, une fois, je lui rends 14, et elle me dit c'est nul.
je suis désolé, au bac 14 ça fait mention bien, etc. Ah, c'est nul. C'est-à-dire que il y a une espèce de guerre à la note pour aller toujours plus haut. Et certains, pas mal de profs, c'est des débats entre enseignants. Je prends en mathématiques dans mon lycée, c'est le cas, c'est très clair. C'est des débats entre est-ce que j'achète une forme de paix sociale et tout le monde a des bonnes notes, puis après les gamins ils verront bien, ou est-ce que je mets des notes qui ont un sens, et après le problème c'est qu'il faut les justifier, parce que les parents se plaignent, et vous prenez les mathématiques pour le Parcoursup, c'est important. Donc, mais mon fils, à cause de vous, il pourra pas faire telle classe prépa. Exactement, etc. ça c'est vrai aussi. Donc on a la pression des parents bien derrière. sûr, elle est énorme. On a Alexandra aussi qui, je crois, veut réagir. C'est Béatrice. Béatrice. Pas de problème. Alexandra est en coulisses. En fait, là, on a affaire à des enseignants du supérieur, mais Non, si on revient sur les notes petits. Oui, parce que les notes petits, ça a changé. Moi, Il y a aussi des notations par lettre en fonction de la classe, Alors, etc. Il y a moi, des ce choses qui qui ont changé. m'intéresse plutôt pour les Terrible. jeunes, c'est de réfléchir à la compétence. La note, finalement, si on arrivait à se détacher de cet esprit de note, on n'arriverait pas à des situations que vous décrivez, enfin que tu décris au lycée. Il y a une sélection à la ça fin. va commencer plus jeune avec, en fait. D'ailleurs, c'est assez bien fait puisqu'on est sur une évaluation acquis, non en cours d'acquisition, etc. Enfin, ça a plus de sens qu'une notation où l'élève, en effet, il va se retrouver avec une note, avec le poids de la note. La notion d'évaluation, elle se travaille en transversal et depuis petit, avec les enfants, avec les parents. C'est pas que la note, on a essayé de l'enlever en primaire. Il y a plein de parents qui n'ont pas compris, pour qui c'est difficile parce que c'est un repère. Je pense qu'il y a tout un travail éducatif à faire auprès des parents, des enseignants. Oui, on peut pas retirer la aussi. note par rapport aux parents. On va pas se mentir, nous c'est impossible. Et Même si on veut travailler en compétences. Alors, moi, je dirais quand même que c'est beaucoup plus global. On est sur un système qui est en train d'évoluer. C'est pas C'est une juste vraie les parents. révolution aujourd'hui. C'est une ce révolution. C'est pas juste que notation. les parents qui veulent pas qu'il y ait pas de notes. C'est parce que ça fait partie. Ils sont pas fous, les parents. Ils se rendent bien Alors, compte que au s'ils parcours. les parents sont extrêmement individualistes et donc Pas tous. Non, mais en tout cas, ils se rendent bien compte moi, que je plus vois, tard, la note, elle va intervenir dans le parcours. J'ai des À un moment collègues, donné, oui. ils sont enseignants et parents, et quand ils sont enseignants et parents, ils ont pas la même casquette. C'est-à-dire, quand enseignants, ils vont te dire quelque chose, et puis quand ça concerne leur enfant, ils te disent autre chose. Voilà, donc on est, tout à l'heure je parlais de philosophie projet, et c'est la même chose. On est dans des logiques de concurrence. Et je suis désolé, mais je crois pas que dans les classes prépa qui concernent l'élite de notre nation, enfin vérifier, mais je crois pas qu'on ait des notions de acquis et non acquis. Vous vérifierez, j'ai quelques doutes sur le recrutement dans les classes prépa sur acquis et non acquis. Je crois qu'elle parlait du primaire, c'est ça. Non, mais voilà, Le oui, primaire, entre le CP et la classe prépa, il se passe quelques années, on a le temps d'évoluer. À un moment, il y a un temps de la réalité. Après, le constat, je sais que je vais choquer, mais le constat qui est à peu près partagé par à peu près tout le monde, c'est là où ça bug, c'est le collège. C'est le collège où ça bug, et allez savoir pourquoi, j'ai comme l'impression que c'est là où on a fait le plus d'expérimentation, et c'est là où au final, et nous, c'était le gros avantage. Le gros avantage du bac, c'est que le baccalauréat, on le récupérait en seconde, les gamins, et petit à petit, on leur mettait une finalité avec des objectifs, mais des objectifs en termes de réussite. Vous devrez être capable de faire un peu moins de fautes, vous êtes capable d'organiser votre pensée, et pour arriver au baccalauréat. Mais on récupérait, alors vous allez me dire, je vais faire la guerre collège-lycée, bien que institutionnellement, le gouvernement en a pris compte, puisqu'il y a des réunions qui se font entre collège et lycée, parce qu'on sent qu'il y a une fracture. Les élèves sortent du collège avec des très bonnes notes, et souvent, arrivés en seconde, étaient perdus. Mais justement, comment on peut changer cette manière de noter est-ce que cette manière de noter, cette nouvelle manière de noter, par exemple, autre qu'avec les chiffres, comme l'a dit Béatrice, est-ce qu'elle peut réduire ces inégalités éducatives aujourd'hui ? Mais elles existent, les inégalités. Charline ? Oui, elles existent, mais est-ce que c'est possible de les réduire ? Juste avant, c'était une échelle de notation avec des chiffres. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a Béatrice pas que ça. convaincu. On peut choisir. Enfin, moi, après, j'ai une façon particulière de faire. Enfin, il m'arrive même parfois, que l'élève va choisir lui-même.
les 4 compétences qu'il va décider de vérifier dans sa rédaction. C'est 4 points faibles. Donc c'est lui qui va mettre ses critères d'évaluation. Non, c'est moi qui leur donne les critères et qui lui dit. D'accord. En fait, quand je vais les noter, Ouais. je ramasse la rédaction. Lui, il sait pas faire ça. Ça demande un travail fou. Hein. Je peux le faire qu'à petit effectif. Lui, il sait pas faire ça. Je leur prépare une fiche avec tout ce qu'ils maîtrisent pas. Oui. Et au lieu de leur dire, tu dois vérifier tout ça dans ta rédaction la prochaine fois, je vais leur dire, tiens, on va commencer. Enfin, tu apprends à connaître l'élève, à savoir qui il est, à connaître son cœur aussi. C'est important, à connaître son appréhension de la matière. Lui dire, t'inquiète pas, on va commencer. Toi, tu vas vérifier cette compétence-là que tu as du mal et celle-là. Déjà, dans un premier temps, tu vas faire ces 2-là tout seul. Ensuite, je vais venir t'aider à faire la 3e. Parce que j'ai un petit effectif. Parce que forcément, un prof du public, par exemple, ou qui n'a pas forcément les bonnes conditions que moi j'ai dans le privé, il va me dire, attends, t'es gentil, comment tu veux faire? Et ils sont 34. Enfin, voilà, c'est pas possible. Moi, c'est facile avec j'ai un groupe de 12. Je peux faire ça avec eux. Mais maintenant, il y a des demi-groupes, ça existe. Ça se fait. Alors, moi, j'ai pas de demi-groupe, mais j'ai un tiers de groupe. Ma 3e, c'est un tiers de groupe. Enfin, Il y a de la donc, chance, du c'est parfait. Alors, oui, c'est parfait. Mais dans le enfin, public, il y a des demi-groupes maintenant, ça se fait. Moi, je suis en lycée, mais ce que j'ai entendu en collège, c'est en gros, ils vont donner des moyens pour casser le collège unique. C'est en gros, ils vont faire des petits groupes d'élèves qui seront Ça se fait, au collège, maintenant. condamnés à pas aller au lycée ou au mieux à aller en c'est beau ça. Moi, je parlais des classes découpées en fait. Je trouve ça magnifique. On a créé des nouvelles prépas. C'est bien, tu vas en prépa. Ça s'appelle prépa lycée. C'est-à-dire que les élèves, en gros, on dira des gamins, toi, tu iras pas au lycée à moins que tu fasses une année de plus et que tu ailles en prépa lycée. Donc en gros, oui, le but, l'école républicaine, c'était et ça a été un combat pour l'école unique. Hein. Alors aujourd'hui, il y a même pas mal de profs qui sont contre l'école unique. Moi, je suis pour. Ça a été un combat. C'était que tout le monde ait le même enseignement. Or là, on est en train de dire à des élèves, des gamins de 12 ans, toi, tu iras travailler, tu feras un petit boulot, et puis à d'autres. Mais et où ça, on leur dit ça? mais c'est le nouveau projet qui est mis en place. Non, justement. Alors, je suis pas d'accord. pour la Je 3e, l'ai déjà en fait, fait. c'est pour Bien la 3e, sûr, c'est tu l'as l'élève déjà de fait, 3e qui a pas eu le brevet qui va faire une prépa, si je me trompe. Hein. Non, Pas. c'est le système donc, à terme, il est fait pour que, alors on va dire c'est des compétences, mais en fait c'est pas des compétences. Hein. Il y aura des gamins qui auront des difficultés qu'on mettra dans des classes, et il y aura 2 ou 3 niveaux. Après c'est le collège, c'est ce que j'en ai entendu. Mais après voilà, et là c'est l'avis de tout le monde, c'est la destruction du collège unique. Voilà, c'est tout. Et Alors, sur ces... Si on revient sur le débat sur les notes, sur cette histoire d'évolution de l'évaluation par compétences qui remplace finalement, je sais pas si ça remplace ou si ça complète les notes traditionnelles. C'est plutôt un complément. C'est vraiment un complément à mon sens. Est-ce que c'est positif ça? Cette oui, révolution si c'est de bien fait, notation. parce que en fait, l'élève, s'il reçoit, peu importe que ce soit une compétence, mais si on valorise entre guillemets, si on met en avant ses échecs et ce qu'il réussit pas à faire, là, ça tu sais pas le faire, ça tu sais pas le faire, etc. Faut faire à l'envers. On va le faire à l'envers. Et quand Donc ça tire on vers le haut, valorise en fait, au final. d'abord ce que ça donne la motivation, il y a personne qui a envie de continuer quand on lui dit, ça tu sais pas le faire, ça tu sais pas le faire, et puis on barre en rouge une Ça copie c'était entière. vraiment avant. On mettait Non, des c'est sales encore notes. Mais non, il y a encore Non, beaucoup de mais avant, profs il y a très 20 ans, tradis qui sont Non. comme Ah oui. ça. Il y a encore beaucoup Mais c'est pas en train de changer tout ça? Ça Mais évolue, si. bien Si. sûr, bien sûr que ça évolue, mais il faut continuer à expliquer que, oui, mais comment il sait qu'il sait pas alors? Parce que c'est la réaction spontanée de certains enseignants qui vont dire, comment l'élève va savoir qu'il connaît pas, qu'il maîtrise pas, en fait, tout simplement, il est pas sot. Généralement, il sait très bien qu'il sait pas. Donc, on va mettre l'accent sur, même s'il y a qu'un seul élément qu'il a bien compris dans l'évaluation qui a été faite, on va valoriser ça, puis après, on va travailler en complément. Alors, après, c'est une vision totalement à court terme. Les compétences, et on le voit dans plein de matières, par exemple en mathématiques, où en 6e, on va dire compétences acquises, et puis l'année d'après, la compétence a disparu. Donc c'est une méthode par addition, avec l'idée que compétences qui permettent d'aller à d'autres compétences, etc., etc. Et puis ensuite on récupère des gamins en seconde qui auraient dû avoir ces compétences, et en fait elles ont disparu. Donc voilà, c'est après. Il y a d'un côté, je dirais, il y a 2 choses, et ça, il y a la raison. Il y a ce que j'appelle l'appréciation. Et souvent la seule chose. Ça c'est important. Voilà, la seule chose, mais ils ont du mal à comprendre ça, oui. La seule chose qui les intéresse, c'est la note.
C'est-à-dire qu'un gamin, c'est triste à dire, mais certains, ils savent qu'ils n'ont pas fait une très bonne copie. Ils ont dit, ils sont contents. Ils disent, on a la moyenne. Ils sont 9. C'est la catastrophe. Un point d'écart. Après, je leur dis, l'appréciation peut être complètement différente. Mais voilà, et après, la c'est là, je leur dis, mais ce qui importe, c'est pas la note. C'est si je t'émope pas midi, c'est parce que là, ça va pas, là, ça va pas. Et c'est donc, mais ils ont du mal à lire l'appréciation. Parce que pour en revenir là-dessus, dans leur tête, ils se projettent et ils comptent. Il y a COEF 16 dans telle matière, il y a COEF 10 dans telle autre, etc. Et leur bac, ils l'ont comme ça. Et la mention, ils l'ont comme ça. Et ils seront pris dans tel ou tel établissement avec ça. Donc, c'est une guerre de la note. Et donc, je suis désolé, mais bon, pour le moment, les rouges et les verts et les oranges, on n'y est pas encore. Hein. Je crois qu'en lycée, j'ai jamais entendu personne utiliser ça. Bon, après... Moi, la question que je me posais, c'est... Donc moi, j'étais en collège. Donc, dans certaines classes, ils ont voulu qu'on mette aussi ce système-là, qui demande quand même beaucoup plus de travail, beaucoup de boulot, parce qu'il y a et les notes et les compétences. En même temps, ça aide aussi, ça aiguille, si justement c'est bien fait, ça c'est certain. Par contre, en effet, si d'une année à l'autre, ce sont pas les mêmes compétences, ça demande nous du travail. Moi en tout cas je le remarque. Ah oui, ça demande du travail. Non, honnêtement. Mais moi j'ai toujours, j'ai trouvé qu'il y avait plutôt un suivi dans les compétences et une logique. C'est ça que je voulais dire. Oui. Non, pas de souci. Mais après, je veux dire, si le changement n'est pas sur le fond de la compétence, bon, admettons. Mais là, en fait, la question, le débat qu'on a tous, ça revient un peu à cette question de sens de la note, en fait. C'est clairement et nous, on est en train de se battre entre nous, alors que la question, c'est de savoir comment l'élève perçoit la note et lui changer sa perception de la note, en fait. Et là, je revois, pardon, je me permets. Non, vas-y, je t'en prie. Je revois les classes que j'avais et j'ai donc Marie Curie, qui est quand même un collège en difficulté, avec des gros effectifs, avec une population qui est quand même très hétérogène et on va dire une catégorie socio-professionnelle très variée aussi, et un autre collège à Saint-Mandrier qui est quand même, je pense pas me tromper en le disant, en tout cas c'est ce que je remarque, plus favorisé. Donc vraiment deux publics complètement différents, et donc il fallait que j'adapte, alors que j'avais des niveaux similaires, l'approche et aussi les évaluations, mais pas pour par rapport au niveau, mais juste parce que oui, en effet, je vous rejoins, si c'est infaisable pour eux, c'est comme la fameuse expression, si on fait, je sais plus exactement, mais si on fait nager un poisson hors de l'eau, ou qu'on essaie de le faire voler, ça fonctionnera pas, ce genre de choses. Donc oui, ça on est d'accord, si on lui demande, alors qu'il a pas les bases solides et qu'il sait qu'on part déjà sur le fait qu'il va pas en être capable, il va s'auto-saboter, il va plus vouloir s'investir dans la matière, c'est certain. Donc je pense qu'il y a une démarche de motivation à prendre en compte, ça c'est ok, mais je sais pas si ça doit passer vraiment par la note, parce que là la question de la note, c'est vrai que les élèves l'aperçoivent soit en termes de rivalité qui va être le meilleur, alors qu'en fait c'est pas vraiment ça, parce qu'il suffit d'une évaluation sur l'autre pour avoir une évolution, mais de percevoir vraiment la matière comme une démarche d'apprentissage. Donc oui, au début peut-être que tu vas te planter, que tu vas pas avoir une bonne note, mais je pense que c'est important de montrer les points forts. Le droit à l'erreur. Voilà, il n'existe pas même pour les profs. Non, écoute, c'était pas bien. Mais pas on l'a pour les vu en profs, classe. Dans la société, le droit à l'erreur, en effet, il est mal vu. Donc ça, c'est une question sociétale, c'est vrai. Mais du coup, si nous, on l'enseigne, justement, c'est les futures générations qui vont l'intérioriser et donc accepter l'erreur, ça réduira le stress. C'est même pas accepter l'erreur, c'est non, mais l'avoir comme bénéfique aussi. Mais donc du coup, ça ne peut être que bénéfique. Voilà. On ne peut pas. Oui, mais on donc ne peut pas acquérir un savoir sans passer par l'erreur. Oui, mais donc du coup, je pense que c'est important aussi de souligner ce qui ne va pas et pas forcément toujours que ce qui va. Et là, je parle aussi en mon expérience en tant qu'enfant, je me rappellerai toujours alors c'était en CM2, de mon prof de CM2 qui m'avait dit non, pendant 3 récréations, tu iras pas en récréation, on va faire des maths, des problèmes ensemble, parce que il y a des choses que tu saisis pas. Je l'ai hyper mal vécu. Parce que j'avais l'impression d'être punie, et en fait il a pris une démarche autre en m'expliquant, mais non, justement c'est pour qu'après tu seras beaucoup plus tranquille, tu auras moins de devoirs. Il a pris le temps, et en fait après ça m'a débloqué, j'ai vraiment compris le problème, et j'ai vraiment
je me suis débloquée sur ces notes-là, du coup, et puis me montrer. Mais ça marche. En fait, ça passait dans une démarche de communication vraiment avec les élèves, qui peut pas toujours se faire, c'est vrai, en gros effectif, mais je pense que on peut prendre le temps quand même d'en discuter. Et donc, ça pose vraiment la question là, c'est quoi le mieux, les points, les couleurs, les chiffres. En fait, la question de fond, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt quel sens on donne aux notes, et peut-être même l'expliquer aussi aux parents. Oui, c'est un barème essentiel, mais c'est un barème pour pouvoir progresser. En fait, ça devrait être un outil et pas le reflet de la personne. C'est vrai que souvent, l'élève va se dire, je suis nul. Mais non, attends, tu utilises le verbe être comme si c'était toi qui étais ce chiffre-là, alors qu'il représente que un essai à un moment donné, à un instant T. Pardon. Non, vas-y. Bon, je parle peut-être un peu trop. Alors, voilà. Le débat est riche et dense, il n'y a pas de souci. Il y a le prof qui parle. Souvent, j'aime à dire, regardez quand est-ce qu'il y a des accidents. On parle beaucoup de la violence scolaire. La violence scolaire, c'est quand à un moment, un prof ne parle plus à un élève ou un élève ne parle plus et on passe par d'autres modes de communication, entre guillemets. Voilà. Et c'est souvent aux mêmes heures. C'est-à-dire que la quantité de travail, la fatigue, elle est fondamentale dans ces questions-là. Vous avez quand un enseignant, et je le répète, ça c'est la question des retraites, je sais pas du syndicalisme, mais quand un enseignant est vieux et fatigué en fin de journée, il a du mal à parler. Et donc ça, à réfléchir sur, la qualité de vie, et on en a, c'est un peu dur, des fois même, et ça c'est les parents. Bon, c'est en train de changer. Mais les profs, c'est des privilégiés, je vais pas dire autre chose. C'est des privilégiés, et bon, s'ils en bavent, c'est pas si mal. Ils se rendent pas compte que c'est aussi leur enfant qui en subit les conséquences. Et je regarde, moi je prends le temps parce que, mais j'ai des collègues, non. Et parce qu'ils sont fatigués, parce que ils je pense sont que vieux. ça peut se verbaliser aussi. C'est une question de communication, c'est-à-dire de dire, mais ça revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que de se mettre au même Casser le mur, ce fichu et mur. de dire, écoutez, vous êtes fatigué, on va être honnête. Et oui, mais ça, c'est vous clair. êtes fatigué, on va être honnête. En fait, nous aussi, on est des humains. Nous, on a des bien heures sûr, de. mais Donc, je pense Mais que moi, on on me peut se regarde dire- toujours comme une extraterrestre parce que ce mur, je le brise. Et mais quoi? Comment? Mais Quoi? Tel élève. il y a des alors, êtres supérieurs, il y en a d'autres. Non, les profs sont des êtres humains parmi d'autres. Et la caractéristique des profs, et ça c'est assez inquiétant, c'est qu'en gros, je dirais, les profs qui sont, entre guillemets, certifiés, etc., sont âgés. Et que là, on est plus ou moins en train de casser un système. Alors bon, on est en train de développer les contractuels, etc., etc. Et à terme, non mais c'est pas pour. En plus, je pense que tu fais très bien. Voilà. Non, C'est pas- non, là par contre, je suis assez d'accord, mais je répondrai après. Voilà, mais et on le voit, là, le corps enseignant est un corps en train de vieillir et fatigué. Et là, quand on lui Donc dit, là, on tu est vas à l'aube d'un tournant, il faut que ça change. alors. On parle de mur entre Oui, les élèves je vais aller jusqu'au bout. les profs. Je parlais avec un collègue qui est à l'hôpital, qui était maître de conférence à l'hôpital à Paris, et qui a quitté les hôpitaux et qui maintenant travaille dans le privé, gagne très bien sa vie. Et il m'a dit non, mais il y a une volonté d'en finir avec un système scolaire. Ah, il y a une volonté. C'est-à-dire que et là, comme on a fait dans plein de grandes entreprises, bon, on laisse et puis après on verra bien. Voilà. Et là, l'école française est en déshérence. Elle est en déshérence. Juste pour finir une chose, deux petites choses qui s'est passé quand même dernièrement. Deux petites choses. Avant, qui est-ce qu'on avait comme ministre? On avait des grands intellectuels, des agrégés de grammaire. Etc. Là, on a nommé une dame qui n'a pas jamais vu l'ombre d'une école. C'est du jamais vu. Elle a vécu à Singapour, elle sait pas ce que c'est qu'une école. Et pour l'histoire de l'inclusion, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a nommé, parce qu'on l'avait oublié, un ministre et c'est énorme là, son intitulé, un ministre des handicapés et de l'égalité homme-femme. Ça vient d'être nommé. Parce qu'on avait oublié. Et on nous dit que c'est une cause prioritaire. À un moment, et que la façon dont on fait un gouvernement, ça a un sens. Et là, ça a un sens par rapport à notre problématique. Voilà. Merci. Maë, tu voulais rebondir? Oui, du coup, je me suis égarée dans ma réflexion. Excuse-moi. J'ai été captivé Pas par de souci. Oui, parce que je voulais qu'on pas. va parler de l'inclusion en long, mais large et en travers en je seconde voulais pas partie. prendre le biais, l'aspect politique, bien qu'il soit essentiel pour des questions financières, mais je voulais
évoquer autre chose, mais du coup, Tu as perdu le fil. j'ai perdu le Béatrice, fil. Moi, peut-être je tu viens rebondis. revenir sur la Vas-y, notion de note. Oui, Hein, je pense c'était que l'objet de cette partie. Moi aussi, après, Nous sommes en j'aurais direct. peut-être des trucs à dire. Moi, ce qui me semble intéressant, au-delà des compétences, etc., c'est déjà donnons confiance à nos enfants. Je pense que gagner en confiance en soi, à l'école française, hélas, je pense qu'on n'est pas hyper fort. Et au-delà des notes, Moi, j'aimerais bien aussi essayer d'expliquer mais pourquoi. les raisons, elles sont diverses et variées. Mais je pense qu'une des raisons, l'évaluation fait partie d'une des raisons pour lesquelles l'enfant a une mauvaise estime de soi en France dans son système scolaire. Et au-delà des notes, quel que soit, parce que même combat, au collège, on peut avoir des notes, on peut avoir des compétences. Ils vont aussi très bien savoir que s'ils sont en rouge, en orange, je sais pas. Enfin, en plus, ça dépend des établissements. Ils sont tout à fait capables de se repérer, de se dire. Et j'ai entendu tout à l'heure, tu disais, je suis nulle. Je pense que c'est vraiment le premier combat. Et il serait plutôt là-dessus. Et après, pour arriver au lycée avec des gamins qui sont forts dans leur tête, qui ont confiance en eux, et pour qui la scolarité C'est la base. sera plus agréable. Un gamin qui se croit nul, je veux bien parier qu'il va pas avoir une super scolarité. Hein. Puis en dehors de ça, du coup, la vision de l'école, elle va être Complètement subie, quoi. délétère. Voilà. Charline. Moi, voilà, je vais parler d'une de mes élèves. Voilà, je vais aller droit au but. Oui, tu voulais effectivement. Oui, c'est ça, c'est sur les notes. Jessica. Jessica est une élève qui est en décrochage scolaire. Ça va pas. Enfin bref, voilà. De toute façon, on lui rend la copie, tout est tout rouge. De toute façon, je suis nulle. En plus, je suis dyslexique. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas ma place ici. Et puis, j'ai toujours les mêmes commentaires des profs, toujours la même vision négative. Mais c'est pas grave, hein, tu vas progresser. Bon, d'accord, c'est pas terrible, mais ça va finir par le faire. Voilà. Un jour, j'arrive. Je fais un remplacement. Je m'occupe de Jessica. Et Jessica, je lui dis, avant de lui rendre la copie, je lui dis, regarde. Enfin, je lui montre pas la note. Et j'avais un peu gonflé la note quand même, on va pas se mentir. J'avais gonflé la note. Je lui ai dit, tu vois, ce que j'ai adoré dans ce que t'as fait, c'est que t'as fait ça, ça et ça. Et ça, t'es la seule à m'avoir fait ça. Par contre, t'as aussi ce point fort. Ce point fort, il est là, et ça va falloir que tu t'en serves. Maintenant, je t'avouerai qu'il va falloir qu'on travaille ce petit point-là pour permettre de mettre en avant encore mieux tout ce que tu sais faire. Voilà, donc c'est très salésien, enfin nous on est, voilà. Et Jessica a été métamorphosée. J'ai croisé Jessica, je l'ai eue il y a 12 ans. Je l'ai croisée il y a pas longtemps. Elle est arrivée, regardez, c'est grâce à elle que j'ai fait des études. Bon, elle m'a un peu collé la honte dans la rue. Dans le bon sens quand même. Mais, oui, dans le bon sens, oui, certes. Mais elle m'a dit, écoute-moi, parce que du coup, elle m'a tutoyé les années après, elle m'a dit, écoute, tu es la première personne à avoir montré quelque chose de positif dans mon travail. De là, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir faire quelque chose. Et voilà. Mais bon, on n'est pas là pour aimer les élèves, ils sont pas là pour nous aimer. Moi, je partage pas ce point de vue. Un élève qui n'arrive pas à obtenir de résultats, s'il t'aime, alors là, voilà, je suis désolée, je vais mettre beaucoup de mon ado. S'il t'aime, s'il apprécie qui tu es, il va commencer à ne pas vouloir te décevoir toi. Donc, ce qu'il va faire, il va le faire pour moi, parce qu'il m'aime. Et une fois qu'il aura fait ça pour moi, il va comprendre qu'il peut le faire pour lui. Mais là, après, moi, c'est vraiment, j'ai un public d'élèves très en difficulté que je coucoune aussi. Enfin, j'ai tout type d'élèves, dont un groupe en difficulté. Et il s'avère qu'avec ce groupe en difficulté, pour moi, tout passe par l'affect. Dès que tu brises le mur, et on rejoint le mur, dès que tu les mets en avant, ils commencent à comprendre qu'ils sont capables. Et cette petite Jessica, elle est revenue me voir 8 ans plus tard aussi. Bon, après, c'est après qu'elle m'a qu'elle m'a un peu affiché. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux pas regarder mon mémoire? Quoi? Un mémoire? Pardon? Toi qui ne pouvais même pas aller au lycée général? Enfin, on a regardé ensemble son mémoire, on a repris ensemble tout ce qui allait pas. Elle est venue chez moi une journée, c'était pas du tout dans mon travail. Mais, je l'aurais suivi jusqu'au bout. Et aujourd'hui, elle est éducatrice spécialisée. Et si on lui avait pas donné une bonne vision d'elle, c'était fini, quoi. Enfin, elle s'arrêtait là. Voilà, enfin, c'est mon point de vue sur la chose. Effectivement. Très beau récit sur le sujet. On va pouvoir justement glisser tranquillement sur... Allez, on revient dans quelques secondes sur votre radio.
Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On a parlé des notes, des appréciations. C'est quelque chose qui est aussi beaucoup revenu dans les commentaires. Il s'agit de la triche, la manière de hiérarchiser les élèves peut-être. Est-ce que les méthodes ont évolué avec le temps ? On parle aujourd'hui d'IA, d'intelligence artificielle. Quels sont les types de triches les plus courantes qu'on peut observer actuellement à l'école ? Est-ce que se servir de ChatGPT, d'autres intelligences artificielles, pour vous, c'est de la triche ? Ça peut être. Alors moi, je suis pas confrontée à ça. Je leur donne très peu de Ou devoirs alors maison. tu ne le vois pas, peut-être. Non, parce que je donne pas de devoirs maison. Les parents sont trop derrière, donc j'en ai marre de noter les parents. Ou alors que ce soit les parents en IA. Voilà, des fois, on sait pas lequel travaille mieux que l'autre. Mais comme c'est un outil qu'ils savent pas nécessairement s'en servir. Enfin, je parle pas des parents. Hein, je parle de les gamins, l'IA. ils savent. Voilà. Alors, la tricherie correspond à, c'est une stratégie par rapport à une finalité. C'est-à-dire, bien entendu, à l'école primaire, gamins tricher, voilà, ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc ensuite, il y a des stratégies pour avoir des points, pour avoir des meilleures notes, etc. Alors, devoir maison, j'ai de plus en plus de collègues qui posent pas de devoir maison. Parce que les devoirs de maison, c'est papa qui le fait, c'est tonton qui le fait. Ou alors, on donne un devoir à la maison avec un tout petit coef, histoire pour entraîner l'élève ou pour lui permettre de faire... Voilà, mais on fait pas rentrer ça, entre guillemets, dans la notation, ou très peu, parce qu'on sait très bien ce qu'il en est. Et après, de la tricherie, alors, et puis parfois le devoir maison... donner des collègues, mais des fois le prof de maths est aussi le prof de cours particulier où il a eu l'année d'avant. Enfin, des fois il y a des trucs assez particuliers. Souvent les mathématiques, les cours particuliers, mathématiques un peu français-anglais, mais beaucoup mathématiques. Pour ce qui est de l'école, en classe, ils trichent énormément. Je vais aller jusqu'au bout. Ils trichent tous. Alors, qu'est-ce que j'appelle tricher ? T'as le point premier, c'est le camarade, il laisse un peu traîner sa feuille de brouillon, on jette un coup d'œil, on jette un coup d'œil à la copie. Alors voilà, c'est humain. Alors souvent je leur dis les mots dans les trousses. Voilà, souvent j'en ai un, il l'a mis dans sa trousse transparente. Voilà, souvent je leur dis méfiez-vous, je leur dis, parce que votre voisin, il y a autant de chances qu'il écrive des bêtises que vous. Voilà, donc ça c'est assez classique. Après on pourra demander à Mylène, mais bon, il y a longtemps qu'elle est plus à l'école. Mais comme vous l'avez comme élève, elle a plus... non, mais vive de l'autre côté. Moi, à l'école, ça fait quand même très très longtemps que j'y étais plus. Alors ensuite, il y a les portables. Et donc là, les portables. Systématiquement, donc je les fais enlever. Non, mais après, je vais montrer je vais montrer la démission du système scolaire. Avec les calculettes électroniques, il y a 30 ans. Non, mais là, je pense qu'avec le problème, il est qu'avant, l'orientation, elle se faisait sur les notes, mais le bac, on le passait, etc. Là, le Parcoursup est devenu plus important que le bac, et donc les notes, en gros, le 3e trimestre au lycée, il y a plus cours. Il y a plus cours. C'est quasiment fini. C'est-à-dire, ils ont eu leur Parcoursup, ils savent plus ou moins où est-ce qu'ils sont orientés. Le bac, 90% des élèves, avec les notes qu'ils ont déjà, savent s'ils l'ont ou pas. Donc, en gros, les cours se vident, les 3e trimestres, et donc c'est la reconquête du 3e trimestre, mais c'en est assez risible. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis la spécialité à la fin, pour essayer d'éviter ça. Voilà, on a et après, le but, c'est dans le Parcoursup d'avoir les meilleures notes. Alors là, les téléphones portables, régulièrement. Les gamins, je les fais lever, je les retrouve dans les jambes, je les retrouve par terre. Alors, interdit chez nous. Voilà, alors interdit, mais c'est interdit. Non, mais au collège, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas, nous, ils les déposent le matin dans une bannière. Ça va être plus difficile. Mais au lycée, alors nous, c'est très clair. Je sais pas c'est comment, il y a des lois. On n'a pas le droit de prendre un téléphone portable. C'est une propriété privée. Je parle trop fort. Non, ça va. C'est moi qui suis trop loin. C'était un peu loin. C'est une propriété privée. Donc à un moment, je peux pas le saisir. Et moi, je vais être clair. À un moment, il aurait été bien, et ça je l'appelle, s'il y en a qui m'écoutent, qu'on autorise, c'est un décret loi, c'est même pas passé à l'Assemblée, qu'on autorise les enseignants, quand on en trouve l'utilité, d'utiliser des brouilleurs. C'est tout. Carrément, pour les empêcher d'aller chercher des choses sur le net. Mais le net. Arrêtez. Je crois qu'à un moment, il faut regarder. Alors, comment se passe quand on arrive à l'école, faut quand même voir. On arrive à l'école, on est devant, on récupère les élèves donc devant la classe, ils se parlent pas. Oui, c'est vrai ça.
ils sont tous Sur leur téléphone. sur leur Ah, c'est pour téléphone. ça que ouais, nous, Ouais, c'est c'est interdit. terrible. Ils sont tous Parce sur, qu'ils sont sur plus leur jeunes. téléphone. On rentre. Il y en a quelques-uns qui se parlent le trois quarts. Je parle un peu fort. Le trois quarts, ils jouent à des jeux, ils sont ta. Donc il y a une espèce d'addiction au jeu qui est énorme. Et en fait, je vais aller jusqu'au bout. On est en train de vivre un changement de société comme jamais on a eu. C'est-à-dire que le téléphone devient une partie d'eux-mêmes. Et je vais même plus loin. Et je le vois même moi. Ça devient une partie de mon intelligence. C'est-à-dire que quand il y a des choses que je me dis, C'est une partie de leur cerveau finalement maintenant. Exactement. On peut aller L'homme jusque-là. augmenté. En disant Exactement. que C'est-à-dire en que réalité la augmentée, mémoire- en triche augmentée, la mémoire, ils la stockent dans leur téléphone. Exactement. En gros. C'est exactement ça. Ouais. Alors après, ChatGPT, faut être clair maintenant. J'en ai eu une ce matin. Ah, tu peux l'avoir sur le téléphone, hein, et pas que mais ce bien qu'il y sûr, a là. non, mais on Donc le ils voit. peuvent tricher en On plein le cours. voit. Je vous invite à taper. Alors bien sûr, quand c'est un sujet, les causes de la Révolution française, bon, ça va ressembler à quelque chose. Mais après, ChatGPT, c'est basé sur des sources américaines récentes. Ah, donc Napoléon. Voilà, donc quand on lit ça, il y a des thèses sur le genre, etc. Tu commences à rigoler, puis gentiment au gamin, tu lui dis, mais là, t'as voulu dire quoi comme ça. Voilà, donc Là, il est grillé, quoi. Voilà, mais on en est au début. Mais après, comme je disais à mes collègues de maths, parce que les maths, ça va être, c'est-à-dire qu'en maths, là dernièrement, j'ai des collègues, ils m'ont dit, oh, bah ça c'est du ChatGPT. Je m'en suis rendu compte parce que il utilise des signes qui sont des signes de licence. Ah oui, d'accord. Voilà. Il aurait mis des signes de terminal, c'est les mêmes, mais en licence on ne lit pas la même Oui, c'est notation. ça, c'est qu'il y en a Et- qui font des dissertations, ils sont au collège, alors que c'est des trucs de lycée. Voilà. donc Oui, ça mais se c'est une voit. problématique mais- qu'on avait même avant Voilà, mais ChatGPT après je grâce à vais Internet. finir. Je disais aux collègues, mais tu peux demander à ChatGPT de faire la démonstration avec un niveau de terminal. Donc à terme, les mathématiques, tout en mathématiques pourra se faire avec ChatGPT. Donc pour les mathématiques, ça devient vraiment problématique. En histoire géo, moi je leur dis, je revenais sur le sens. En EMC par exemple, je me dis, mais j'en ai rien à faire. Moi, quand je corrige votre travail, je veux voir comment vous êtes approprié le sujet, quelles questions, et c'est là où ça commence à m'intéresser. Quelles questions vous êtes posées, etc. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que pour eux, j'ai eu des réponses comme ça, des élèves qui me disaient, mais moi je ne sais pas. Eux ils savent, je recopie ce qu'ils mince. savent. Ouais. Je dis, mais tu te rends compte de la chose? Alors à l'inverse, est-ce que vous expliquez l'IA, mais dans le bon sens, utilisez-la pour faire ci, pour faire ça? Voilà, Charline. c'est déjà Moi, arrivé, l'IA, toi déjà, je connais pas. Donc, je peux pas les orienter vers cet outil. Je le maîtrise pas, je le connais pas. En revanche, on peut quand même voir un parallèle avec Internet tout court. J'ai eu la problématique de troisième qui sont arrivés. C'était presque une thèse sous le bras. Hein. Alors oui, ça n'est pas inexact. Je leur dis, tu as raison quand tu dis ça. Parce qu'en plus, ils venaient me dire, non, mais madame, j'ai bon. Je fais oui, mais explique-moi. Il est où ton hiatus, là, dans le vers poétique? Le hiatus, c'est deux voyelles, par exemple, oasis. Il est où le hiatus dans le vers? Parce que tu me parles du hiatus. Ah, je sais pas. Je fais donc, t'as le droit d'utiliser cet outil. Je fais, tu peux même prendre tout ce que tu veux, enfin voilà. Mais il faut que tu te l'appropries. Si tu te Oui, l'appropries parce qu'on pas, peut l'utiliser à bon escient aussi. mais bien sûr, si tu découvres qu'il y a un hiatus, c'est pas toi qui l'as trouvé, c'est Google. Très bien. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est qu'à la fin de cet exposé, tu sois à même de m'identifier où il se trouve et tu sois à même, dans un autre poème, de transférer cette compétence, ou cette nouvelle compétence d'identification de hiatus ailleurs. Si tu es capable de faire ça, grand bien te fasse, trouve-moi tout ce que tu veux dans le poème. Et c'est ça qu'ils savent pas faire. Après, voilà, ChatGPT, c'est vrai que vous, au lycée, vous êtes très confrontés, j'imagine, à cela. Nous, peut-être un peu moins. En tout cas, Google, Google, je crois qu'on l'est tous, hein, même en Ça fait primaire, des ils doivent années l'être. maintenant. Oui. Oui. Question des travaux aussi à la maison, parce que ça, en classe, oui, ils peuvent peut-être le faire un peu sur le téléphone, mais s'ils font pendant 1 heure, je pense qu'au bout d'un moment, tu t'en aperçois. Donc ça pose plus la question. Ils sont non mais alors là je veux être sérieux, ils sont extrêmement forts. Moi j'ai vu j'ai réussi à récupérer Mais ils développent des compétences j'ai de réussi survie, à récupérer des téléphones De survie. dans le haut du bras. Oh non. Ils avaient réussi à, quand ils m'avaient vu Ça va me arriver, faire une à belle transition remonter. pour Non, l'inclusion, c'est, ça, hein. et Inclure son mais téléphone. en fait c'est des années. Alors c'est des années de pratique. C'est-à-dire que c'est des gamins. C'est inné pour voilà. eux, c'est inné Et aujourd'hui. ou alors il les cache entre les jambes. Donc je leur dis levez-vous. Alors ils se lèvent comme ça. Et voilà. Et tout à l'heure les profs ne voient pas. Des fois en off ils viennent me voir et me disent ah mais vous faites comment, vous voyez? Alors je dis ouais parce que je regarde. Parce que je regarde. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de mes collègues ne regardent pas.
et laisse faire, voilà. Et après, après on fait comment? Moi, je Ne regardent pas ou ne veulent pas voir aussi. Mais ne veulent pas voir. Plutôt, ouais. Mais Ferme bien les yeux, sûr, en fait, mais plutôt. bien sûr. Ils ont pas. Ça veut dire quoi quand je vois comment ça, mon fils a triché? J'ai eu en conseil de C'est classe. vrai, hein, conflit derrière, J'ai toujours. j'ai eu en conseil parent, de classe, mais monsieur Luce, comment vous pouvez dire? Mais je l'ai chopé. Mais mais non. Et l'élève, après, au 3e trimestre, ça, pourquoi 3e trimestre? Ah là, les notes étaient catastrophiques. Elle avait triché tout le long et dans toutes les matières. Et tout le monde disait et tout le monde avait été dupe. Voilà. Et la tricherie, elle est beaucoup plus implantée. Au lycée, c'est une stratégie de réussite. Elle est beaucoup plus implantée C'est que une ce vraie qu'on croit. stratégie. Mais bien sûr. Mais attendez, devenir ingénieur ou avoir un BTS, c'est pas la même chose dans la vie. Et les gamins, ils savent très bien ce qu'ils jouent en terminale. Entrer dans une grande école, etc., ou avoir un BTS, c'est toute la vie qui est différente. Et les parents, et quand les gamins ne le comprennent pas, les parents comprennent très bien. Les gamins, justement, ils sont un peu tous différents. On se retrouve dans quelques secondes. On va aborder la partie inclusion dans notre émission. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Faut qu'on en parle, seconde partie. Quels sont les prochains défis pour le système éducatif français? Comment améliorer le système scolaire français? Et est-ce que les différences entre élèves sont aujourd'hui mieux prises en compte? Nous allons maintenant aborder toutes vos questions avec nos invités. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, quelles sont les grandes avancées en matière d'inclusion scolaire et comment ces chiffres traduisent-ils des progrès? En 2023, c'est plus de 436 000 élèves en situation de handicap qui sont scolarisés en France, soit 3,6% quand même du total des élèves. Pour certains, ils sont même accompagnés par plus de 132 000 AESH, des accompagnants dédiés, et de plus 164 000 élèves bénéficient d'un livret de parcours inclusif qui garantit un suivi adapté à leurs besoins spécifiques avec des plans complètement pour eux. Ce soutien permet donc de rendre l'école accessible à tous, favorisant une inclusion toujours plus marquée. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Martine de Marseille. J'ai toujours rêvé d'une école comme aux USA ou en Allemagne quand j'étais enfant. Cours le matin, sport de l'après-midi. Myriam de Bordeaux, tout le monde se plaint de l'école, mais ces dernières années, il y a eu énormément de réformes dans le but d'améliorer tout ça et l'inclusion de tous ces élèves. On a de la chance d'être en France, que ce soit gratuit et obligatoire pour tous. Ce n'est pas le cas partout, ne l'oublions pas. Alors en effet, l'inclusion et l'équité sont en 2024 les mots d'ordre maintenant de l'école. Normalement, en tout cas, on va en débattre. Comment, en jugeant par obligation les élèves, car il le faut, peut-on se sentir légitime et équitable vis-à-vis des autres élèves? Est-ce que vous avez fait, vous, en plateau, évoluer vos méthodes ces dernières années sur l'inclusion? Moi, j'aménage les notes, je les note pas pareil. Alors des fois, ça choque. Les élèves me disent, attendez, pourquoi moi, j'ai eu faux là et pas lui? Je fais parce que si lui, je commence à lui compter ça, je vais même avoir 0 tout le temps. Je fais alors que toi, si je te laisse passer ça, à quel moment tu progresses? Je fais toi, je peux te tirer plus vers le haut. Je fais, il est hors de question que je m'aligne. Je fais oui, je vous note pas pareil et je l'assume parfaitement parce que vous êtes différents. Après, voilà, faut le porter, hein. Oui, mais en fait, sûr. ils le comprennent complètement. Et voilà, ça fait partie du mur brisé. Je donne mes ficelles aux élèves et ils les comprennent. Et les parents le comprennent? Ils s'en sont jamais plaints, en réalité. Parce qu'ils ne veulent pas, soit que l'enfant très fort soit tiré vers le bas par ceux qui ont de moins bons résultats, et ils ne veulent pas non plus, pour les parents d'enfants très en difficulté, mais qui restera des pâquerettes en leur disant, de toute façon, faut qu'on fasse évoluer les autres, hein, donc on va te noter pareil. Donc ça n'a jamais été un problème pour les familles. Oui, de ton côté, Maë, tu as fait évoluer des méthodes. Alors, tu es Alors jeune. moi, ça fait, pour ton alors moi, ça expérience. fait 3 Voilà. C'est ça intéressant. ça fait 3 ans. J'ai été un temps à La Réunion, un temps en Guadeloupe et un temps en métropole, enfin, Mhm. dans le sud de la France, du coup. Ce qu'on appelle la métropole dans les îles, du coup. Oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'évoque ce terme. Et donc déjà, c'est des situations différentes. J'ai pas eu la possibilité d'avoir non plus un recul très important, mais par contre, c'est vrai que cette question-là revenait souvent. Il y avait quand même une je dirais pas jusqu'à la fracture, mais en tout cas certains désaccords par rapport à ça, parce que
si on veut une inclusion, en tout cas là je vais parler dans le public, parce que j'ai été uniquement dans le public, il y a des effectifs, c'est vrai, il y a des hétérogénéités et des classes qui sont différentes selon en plus les classes, c'est-à-dire qu'au sein même donc là je parle du collège aussi parce que j'étais au niveau collège, des 6e, des 5e, des 4e et des 3e, sur les 10 classes qu'il va y avoir une classe peut-être où il y aura plus d'hétérogénéité qu'une autre. Donc déjà, il faut s'adapter en fait à chaque fois aux classes. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est aux profs de devoir s'adapter à ça et porter ça et du coup faire le cours. Moi, je me suis vraiment posé la question parce que on a envie, en tout cas moi, j'avais foncièrement envie, pareil, de porter ces élèves que tu vois qui ont des capacités, que tu sens que si tu crois en eux, que tu les accompagnes, que tu leur donnes cette motivation et cette envie, cette transmission-là, il y a quelque chose où en tout cas, tu as envie d'essayer. Mais concrètement, en termes de temps et de moyens, c'est pas toujours évident et loin de là, pour être honnête. On a parlé d'AESH, elles sont pas toujours là. Ils sont, enfin, je sais pas si on dit AESH, c'est un masculin ou féminin. Un accompagnant. Un accompagnant. Ouais. Donc alors un là, c'est vraiment AESH. pour ceux qui ont besoin, parce qu'après on rentrera un petit peu. Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui souvent, en les statuts d'élèves qui n'ont pas besoin. accessoirement. Oui, voilà, c'est pour ça que je me suis permise de dire souvent une. une. C'est vrai que ce sont souvent des femmes. assez féminin. Jamais vu d'homme. Eh ben oui. Bien vu. Si, il y a des Oui, il y en a, hommes, mais bien voilà. sûr. Bon, enfin, donc. Globalement. C'est pour ça Voilà. qu'il y a une déformation. Alors là, C'est ça un va accompagnant. jusqu'à un cadre particulier parce que ce sont des élèves qui vraiment sont reconnus comme tels avec une pathologie et tout, certes, mais du coup, ces élèves-là, il arrive, il y en a qui sont dans nos classes, et J'ai c'est-à-dire dit, c'est à peu près un quart des élèves. oui, voilà. Et c'est une réalité qui ont concrète des je veux dire, moi j'en ai toujours eu dans mes classes. Et il n'y a pas toujours les AESH présents parce qu'il faut adapter selon les matières, ce que j'entends, parce que voilà, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'en histoire-géographie, puisque je suis aussi en histoire-géographie, c'est de l'écriture, souvent c'est de la réflexion. Et s'ils sont là en français, ils ne nous les mettent pas en histoire-géographie, mais en fait, le passage à l'écrit est hyper compliqué, mais et surtout essentiel. Donc, c'est-à-dire que la réflexion, elle peut se faire à un moment donné juste à l'oral, mais au bout d'un moment, le fait de passer à l'écrit, ça l'implique dans son apprentissage, ça le rattache aussi à la concentration. Donc, cet élève-là, c'est pas toujours évident, même dans des travaux de groupe. Alors, il y a plusieurs stratégies aussi pour l'inclusion. Il va y avoir les travaux de groupe avec des différents niveaux, des mélanges. Il peut y avoir, il y a plusieurs façons de faire, mais voilà. Moi, ce que je peux en dire, en tout cas, c'est que il y a des choses à faire. C'est une bonne idée, à mon sens, parce que ça permet de montrer aux élèves aussi que la société, elle est diverse et variée, qu'il y a des gens qui ça montre la différence, tout simplement, et ça inclut, c'est vrai. Maintenant, en termes réellement de prise en charge, pour être honnête, je sais pas si c'est toujours jouable. J'ai été aussi en primaire à La Réunion avec une petite qui, donc j'étais en CM2. Elle avait un niveau de CP-CE1. C'était ingérable concrètement, c'est-à-dire que quand on met en place, elle avait vraiment besoin d'un temps de lecture, d'un temps de travail important avec des fiches spécifiques. Mais il y avait aussi un autre élève qui avait moins de difficultés, qui n'avait pas non plus un niveau de CP-CE1, mais qui avait aussi des difficultés quand tu es seul dans ta classe, que tu as tous tes élèves, même en groupe, en îlot, et qui travaillent. Tu dois passer, tu vérifies quand même ce qui se fait, tu dois être en échange. Si eux, ils ont besoin de toute ton attention, et c'est primordial, bah oui, c'est vrai qu'il y a des moments où le temps de travail, il est réduit pour cet enfant-là. Totalement. Mais c'est réel, et au bout d'un moment, il ne faut pas idéaliser le délire d'inclusion. Je pense qu'il y a des choses qui sont faisables totalement. Je pense que la conviction et l'envie est liée. Franchement, moi, je me suis vraiment investie. Pourtant, je ne suis que contractuelle, c'est vrai. Mais et ça a fonctionné parce que pour le coup, avec les moyens qu'on met en place, ça a fonctionné. Mais je pense qu'il manque vraiment de moyens, ou je sais pas, j'ai pas la solution. Si je peux rebondir quand même. Oui, bien sûr. Je sais bien que c'est une manière de parler, mais c'est assez repris et je suis assez vigilante sur les termes, le délire d'inclusion. Voilà, c'est un petit peu... nous, on est parents d'enfants en situation de handicap, donc
voilà, forcément, je vais réagir sur. Non, mais il n'y a pas de mauvaise y a pas de souci, intention, moi, j'en non. suis Alors, persuadée. après, je souhaiterais intervenir aussi. Non, c'est Vas-y, les gros Béatrice. guillemets. J'ai justement expris cette expression-là parce que c'est un peu Alors, Je vous comprends les toutes mots les qui deux. sont dits un peu dans les médias et c'est pas forcément ce que je partage. Moi, ce que je disais, mes deux parents travaillaient en psychiatrie. Ils travaillaient avec des publics, des personnes, des enfants aussi avec des situations compliquées et on a échangé par rapport à ça. Ils disent que c'est plutôt bénéfique qu'il y ait justement ce mélange-là. Non, mais pour les élèves et pour tout le monde mais le truc, c'est que ça dépend déjà. Il y a une diversité, une pluralité Il y a des limites. des Oui. pathologies Alors, qu'on ne et considère pas. des Alors, suppose que c'est vous qui... je vais juste, déjà, on parle depuis tout à l'heure du terme inclusion. Nous, on va préférer l'adjectif inclusif parce que inclusion, si on revient à l'origine, et c'est pas moi qui en parle, c'est Charles Gardou, je vous laisserai aller consulter sa bibliographie, qui le dit très bien. L'inclusion, en fait, c'est un élément extérieur qui vient gêner, ça se met à l'intérieur et ça vient gêner. On parle de dents incluses, etc. Et dans ces cas-là, c'est plutôt tout à fait négatif. Donc aujourd'hui, c'est pas par hasard que depuis 2019, l'Éducation nationale a un service de l'école inclusive, c'est sciemment. Donc au niveau déjà du vocabulaire, on va juste repréciser qu'on va préférer ce terme-là. Inclusif plutôt que inclusion. En plus, l'inclusion, ça veut dire qu'il est dehors et qu'il vient dedans. En fait, avant d'être dehors, il est déjà dedans puisque de fait, il est élève de fait. Et c'est pas une question, c'est comment on fait. Ça se questionne pas. L'inclusion, l'école pour tous, elle est aujourd'hui. C'est depuis 2005. Il n'y a pas de question. Maintenant, c'est comment on fait aujourd'hui avec ça. Et est-ce que c'est toujours possible? Alors, la question, c'est une philosophie. Est-ce que c'est toujours possible? Dès qu'on se pose la question, c'est qu'on écarte la possibilité de trouver des solutions. Justement, Béatrice, tu disais que depuis 2005, en fait, cette inclusion, Pour donc c'est hyper intervenir récent. là-dessus. Non, pas tout de suite. Pas tout- Non, mais je sais pas. Dans la foulée. Attends, Je plaisante. parce que je rebondis puisque 2005 effectivement, est une c'était- date importante. Oui, il c'était faut justement expliquer, raccord avec faudra revenir la là-dessus. suite de notre Pourquoi émission. 2005? C'est ça. C'était un tournant décisif dans cette évolution, justement avec cette loi de 2005. Pourquoi je vois que Charline, tu voulais en parler. La loi de 2005, j'étais pas du tout partie là-dessus à l'origine. Enfin, voilà. C'est Béatrice qui m'a lancé dessus, donc nous on voulait partir dessus un peu plus tard. Voilà, En pour rien tournant vous pour cacher. l'inclusion, parce qu'à partir de 2005, il a vraiment fallu trouver des solutions pour que. Enfin, je pense il y a beaucoup d'élèves qui étaient scolarisés dans des établissements spécialisés qu'on nous a quand même réinvités à reprendre. Enfin, je le vois, moi par exemple, j'ai eu un élève, je vais vous donner un cas concret. Un petit élève qui était en ITEP, qui avait des troubles de l'opposition, etc., etc. Cet élève, évidemment que l'idéal est qu'il soit dans un établissement normal, on est d'accord. Sauf que, et c'est là où je te rejoins, Béatrice, il y avait des façons de l'accueillir et nous, on n'avait pas les moyens. Donc là, c'est vrai que je te rejoins, la philosophie, les outils. Cet enfant, s'il écrivait et qu'il faisait une rature, en fait, il retournait le bureau. Une rature, retournez le bureau. Quand vous écrivez 8 heures par jour, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, c'était... en fait, on a tellement voulu l'aider, on n'a pas réussi. Clairement, on n'a pas réussi. Parce qu'après, il mettait en danger les autres, etc. Enfin, en fait, tu ne pouvais que le regarder lui. Et il est resté 4 mois. Et quand il est parti, j'ai découvert tous mes autres élèves. Et là, je me suis dit, attends, il y a des limites. C'est pas juste pour les autres. Mais c'est parce que déjà, le premier problème, et là, on peut trouver la solution, c'est que on nous l'a mis toute la semaine. Et pourquoi pas cet enfant qui était en ITEP? Pourquoi ne pas l'avoir mis un jour? Et puis progressivement, un autre. Effectivement, il y avait des solutions. Mais mis comme ça, finalement, on ne pouvait pas l'accueillir dans ces conditions. Tu comprends? Je nuance ce que j'ai dit. Il y a longtemps, ça? C'était il y a... peut-être 7-8 ans. Oui. Tu vois aujourd'hui, non. pas spécial. Enfin, il y a plein d'enfants dans les dispositifs. Ça s'appelle les DITEP aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se passerait pas comme ça. D'accord. C'est bon à savoir. Il y a des évolutions dans les transitions. On est beaucoup plus attentif à ça. Merci. Si. Oui. Alors, au niveau de la notation,
Puisque le début c'était la notation et après on est passé aux AESH. Au niveau de la notation, personnellement j'ai fait comme tout le monde. On a monté les notes, voilà. Donc vous prenez, j'ai commencé à 11 de moyenne et j'ai fini à 13, et ce qui est le cas de tout le monde. Après il y a quand même une réalité. Je vous invite à voir les déclarations du patronat français qui s'inquiète et qui dit mais... Des niveaux qui baissent. Mais bien sûr, le niveau en mathématiques qui baisse extrêmement, avec des élèves qui soi-disant ont un niveau élevé, etc., etc. Donc à un moment, je suis désolé, mais il y a des gens qui veulent avoir des notations dans la société. Il y a des gens qui, quand ils vont recruter, ils veulent savoir qui est-ce qui recrute. Ça vous dérange peut-être, mais c'est comme ça. Quant aux AESH, le chiffre était intéressant. Vous nous avez dit combien de personnes, c'est combien le pourcentage? Il y a 436 000 élèves qui sont en situation de handicap en France, et il y en a 3,6% du total des élèves. Voilà. Alors moi, je 132 000 sont je prends le cas de AESH. mon lycée. Tous les ans, j'ai dans chaque classe entre 1 et 4 élèves qui sont environ 4%, voilà, 3%. qui sont dans ce cas. J'ai des élèves qui, à mon avis, je les vois en classe, devraient être et ne le sont pas. Et j'ai des élèves qui... Alors sans aller jusqu'aux AESH, on va en parler tout à l'heure si on arrive à avoir le temps. On va parler des 10 alors si je vais jusqu'aux AESH, déjà on va revenir sur... Il y a une absence de clarté dans l'expertise sur les choix, sur les dossiers, pour la simple et bonne raison que la personne qui est compétente, ça s'appelle un médecin, et que les médecins dans l'éducation nationale, il y en a un pour 2 ou 3 lycées, et pour je sais pas combien de collèges. Donc il y a une espèce d'ombre sur tous les choix avec des... Je me suis quand même retrouvé à remplir des fichiers où on me demandait si l'élève ça allait lire et écrire, pas lire et écrire, ça allait ça sera compris. Tu veux réagir? Non, j'ai pas fini. Est-ce que l'élève sait s'habiller? Qu'on puisse savoir et le temps passe hyper on a vite, une lourdeur administrative ça, donc, qui fait que je suis désolé, mais le système, les profs n'y comprennent rien, les profs de lycée n'y comprennent rien, ils font à peu près ce qu'on leur demande. Les tiers-temps, je vais revenir sur les tiers-temps. Pour qui avoir un tiers-temps, faut avoir non mais je vais finir. Faut avoir les heures. C'est-à-dire on nous donne 1 heure et on vous dit l'élève il a 1h30. Ah mais c'est pas prévu. En théorie, oui, alors, ça existe dans des plans d'accompagnement. On va en parler si on a le c'est temps tout à l'heure. impossible. C'est impossible techniquement. Donc on enlève des exercices. Mais alors les autres élèves, qu'est-ce qu'ils disent? Ah mais lui là, il est pas noté comme nous. Béatrice, tu veux réagir? Je vois qu'il fait des gros yeux et tout. Vas-y. Si tu veux mes notes pour mon handicap. Je vais juste essayer de clarifier. En fait, pour la médecine scolaire, tu as parfaitement raison. On le sait, c'est comme pour les autres disciplines médicales. On a une grande carence là-dessus. Là, on parle des PAP, donc on parle des enfants qui ont besoin d'un plan d'adaptation pédagogique. Donc c'est les médecins. PAP, les PPRE, enfin on allait y venir, tout ça. Alors du coup, en fait, les médecins scolaires interviennent sur les PAP et non sur lorsque l'enfant a une reconnaissance MDPH, le médecin scolaire ne rentre pas en considération dans l'évaluation des dossiers de l'enfant qui a une reconnaissance MDPH. Cette reconnaissance, elle est établie par une entité qui est indépendante, autonome, qui s'appelle la Maison départementale de la personne handicapée, MDPH. Et c'est au vu de l'ensemble des éléments que la famille va apporter à la MDPH, y compris un document qui est essentiel et qui vient de chez vous, qui s'appelle le GEVASCO. Y compris ça, on va observer le dossier et la MDPH, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH va donner un plan de... Et alors, vous pourriez préciser la procédure, et puis après je voudrais revenir. La procédure qui doit être mise en place pour chaque élève, comment ça se passe, et puis après je reviendrai sur ce qui se passe réellement, parce que vous n'avez pas l'air de le savoir. Donc pour un GEVASCO, comment ça se passe? Alors, je finis juste le déroulé sur la MDPH. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui statue sur les plans de compensation. De ce plan de compensation naît un PPS qui a trait à la scolarité. Et, pardon? Donc, qui a trait à la scolarité. Pour les GEVASCO, le GEVASCO, c'est un document qui est un document navette entre l'éducation nationale et la MDPH et qui passe aussi par le biais du regard du prof principal quand il s'agit d'un... C'est pas les textes, regardez les textes. Alors, c'est pas les textes... Moi, j'ai la même vision que... Enfin, nous, en tout cas, non, on a des textes. Les textes, c'est pour chaque élève, on doit réunir l'équipe pédagogique.
on doit réunir l'équipe pédagogique, on doit réunir l'infirmier. En gros, on doit refaire des conseils de classe. Dans mon lycée, ça correspond à 300 élèves. On devrait faire 300 réunions. Donc l'administration n'est pas capable de le faire, et donc elle demande aux profs principaux de remplir ces documents, alors que ce n'est pas leur tâche. Alors, je vous invite à Charline regarder et les Béatrice, textes. vous allez pouvoir effectivement Je nous n'ai expliquer un peu tout ça. pas, je n'ai pas à remplir un papier sur lequel il y a marqué est-ce que l'élève sait s'habiller ou se déshabiller. On m'a demandé ça, j'ai dit non, je ne ferai pas ça. Parce qu'on ne peut pas le faire par d'autres, parce qu'on n'a pas les moyens. Alors pratiques. pour l'équipe, pour le GEVASCO, c'est à l'initiative de l'enseignant référent, ce dont tu parles. On parle de l'ESS, de l'équipe de suivi de scolarité pour l'enfant qui a une reconnaissance de handicap. L'équipe pédagogique se réunit une fois par an pour observer les adaptations qui sont mises en place, statuer sur leur efficacité et les faire évoluer, Réadapter, réajuster en fonction des résultats obtenus. Oui, j'ai déjà assisté et fait partie de cette dans mon commission. lycée. 300, mais t'es pas prof pour les 300, tous à les ce élèves que je sont pas sache. concernés, Non, je non, pense. Et généralement, 300 élèves, et vous vous rendez pas compte le travail que c'est, le Bah travail si, on le fait administratif aussi, que nous. ça. Enfin, moi, je Alors, le fais, Non, donc mais je il me rends s'agit compte. des une machine où il y a profs 1700 Alors, élèves. on va C'est pas les faire tu vas ça, voir on tout va ce essayer qu'on de fait recentrer aussi. le Je sais débat. pas si c'est le privé ou le public qui fait non, fait c'est la les profs différence de principaux vision. mais- avec Attends, l'enseignant référent. Elle a pas profs. fini. C'est le prof principal avec l'enseignant référent. Toute l'équipe pédagogique n'est pas systématiquement conviée à l'ESS. Dans les textes, si, je vous invite à regarder, si vous voulez, tout à l'heure. Bah je alors vous du coup montre on la fait partie du rien, soit on ministère. respecte pas les textes, Mais soit on fait rien du Alors, tout. ce qu'on va- Enfin du coup on respecte encore la moins si on fait machine rien. est beaucoup trop lourde et les gens ne peuvent pas faire leur boulot. Et je suis désolé, ça c'est la deuxième partie, il y a beaucoup de parents d'élèves qui profitent de cette situation pour que leur gamin ait un tiers-temps et qui insistent Mais parce que tu lourdement. confonds tout, Alors, tu il y a confonds pas- PPS, il y a un PAP, qui PPE. incite, qui incite Tu lourdement. confonds les C'est ce que j'allais handicaps. dire. Il y a Je des vais- stratégies. on va Il faut reprendre faire un une petit peu. définition, Mon là, je fils, pense. mon Désolé, fils, on il va a un tous quart parler en de même temps, temps. c'est mieux. Il n'y a pas que l'histoire du tiers-temps, effectivement, il y a l'histoire des PAP, des PPRE, etc. Il faut faire Il y a- différence il y a de des- tout ça. Exactement. Et on mais c'est parle toute de une partie. la question inclusif. Exactement. Donc Alors, le but c'est comment on peut c'est- inclure tous ces élèves, parce que on a effectivement Alors tout ce après, qui c'est un tourne autre autour, point. tout ce qui tourne autour des troubles. Donc les troubles, les 10, les fameux 10 comme dyslexie, dyspraxie, dysphasie. Là, on va pas jusqu'à des AESH. Mais non, donc, il y a que les ça, PPS, ça, c'est- mais pour ça il faut Alors, définir voilà. ce que c'est. Ben justement, j'allais y venir, mais là on est Voilà. reparti dans, on est parti en impro là, tout s'est inversé un petit peu dans l'émission. Donc effectivement, comment ça s'articule la mise en place de ces projets? Parce qu'il y a le projet de personnaliser de scolarisation, le fameux PPS dont tu parles. Un handicap, il Les- faut une reconnaissance MDPH pour ce PPS, les autres ils n'y ont pas le droit. Ok. Ensuite. Après, il y a le PAP, effectivement. Donc là, le plan d'accompagnement personnalisé. Voilà, on reconnaît donc un trouble de l'apprentissage qui n'est pas un handicap, mais qui est un Alors trouble. quel type de trouble? Bah, le trouble, effectivement, dyslexique, etc. Donc, De l'écriture, c'est ça par trouble de exemple la Dysgraphie. lecture, dysgraphie, on est dans le trouble effectivement de l'écriture. Bon, après on a plusieurs. Enfin, c'est ce Donc qu'on là, appelle on la peut- constellation des 10. Il y a Donc, plein de 10 différents. Tout à fait, j'allais y venir et Voilà. du coup, vous pourrez expliquer tout Voilà, ça. bon. Et il y a le PPRE, effectivement, qui est un autre type d'accompagnement, d'inclusion, finalement. Donc le PPRE, il dure entre 3 et 6 semaines. Il sert à compenser un problème transitoire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose mis en D'accord. place comme le PAP toute l'année. C'est D'accord. bon, non, mais peu en place, on va pas se mentir. Hein. C'est entre 3 et 6 semaines. On va travailler un point précis, qui est une notion en fait des fondamentaux qui n'est pas acquise. Donc on se dit, cet élève-là, il a un problème au niveau, je dis, de l'affluence de la lecture, la vitesse de la D'accord, lecture. c'est ponctuel, en fait. Voilà, on va essayer de l'aider là-dessus. Bon, j'ai peut-être pas pris le bon exemple, puisque l'affluence de la lecture, c'est plutôt, là, on nous renvoie souvent à l'orthophoniste. Hein, et là, il y a la limite que quand on veut s'investir, vraiment, t'as la limite qui se pose où on va dire, attends, là, c'est l'ortho. Stop, arrête, tu peux plus aménager. Là, c'est du domaine de l'ortho. Enfin, nous, on est plutôt à se battre à qui fait quoi, comment on arrive à adapter, à respecter les préconisations. Les préconisations données par le personnel de santé sont-elles suffisamment claires? Pas toujours. Et puis, est-ce qu'on arrive à les avoir? Et pour ça, le gros problème, c'est quand je mets un an pour avoir un rendez-vous chez l'ortho, je ne peux pas légalement, et je te rejoins complètement là-dessus, légalement en inspection, j'ai pas le droit d'aménager si j'ai rien. Si j'ai pas un bilan, Faut qu'il y ait un ortho, bilan, etc. en fait. Il faut un bilan. J'ai pas le droit de faire d'aménagement. On va pas se mentir. On le fait quand même dès lors que, on sait que le prochain rendez-vous chez l'ortho va être dans 6 mois. Et Oui, et pour éviter aussi à l'enfant de subir son subir, année. voilà. Voilà.
Et Ça, c'est- c'est- Donc c'est c'est pareil. différent, Alors, PPS, PAP, dans ce PPAE, cas-là, c'est Il différent y a tout une ça. partie, pour aller Oui. toujours dans mon sens, les parents, et on le disait tout à l'heure, les parents par rapport à cette administration, est-ce qu'ils se baignent comme des poissons dans l'eau? Et en fait, à un moment donné, je pense que... Ils subissent aussi, en plus ça coûte oui. une fortune les Par exemple, diagnostics. Voilà, si on faisait merci. focus sur un PAP, tu parlais tout à l'heure, on parlait de troubles de l'écriture. Mhm. Donc aujourd'hui, il existe dans beaucoup de classes, et je sais pas si c'est le cas dans la tienne ou dans tes classes, ou ceux des professeurs autour de la table, des élèves qui ont des ordinateurs Mais maintenant. ils en ont tous. Enfin, je veux dire, j'ai au moins un élève à 2 élèves par classe que qui moi, ont un ordinateur, je- voire des meilleurs, des têtes Dans de classe. toutes les classes Alors, maintenant. je peux Oui. intervenir sur les ordinateurs. Je peux prendre le cas de mon lycée. L'année dernière, j'avais un élève qui avait un ordinateur. On n'a pas les moyens de leur donner des ordinateurs contrôlés et bloqués. Oui, c'est les leurs. tout à Donc fait. c'est les leurs. Donc Mhm. c'est leur ordinateur. Et ses camarades qui étaient autour me disaient, mais monsieur, durant les contrôles, il va sur Internet, il regarde tout. J'en Ça, ai vous- parlé à l'administration. Ça- Bon, on peut, Ah oui, on ça, peut c'est la vérifier parce que problématique normalement, du non, il n'y a pas lycée. spécialement. Avec le téléphone et le partage de peut- connexion. On peut Ouais. rien y faire, etc. Donc voilà, bon, l'ambiance dans la classe n'était pas très sympathique. C'était lui qui était dysorthographique et que je Il lui y a avais souvent des problèmes d'écriture. Voilà, et qui était aussi HPI. Alors bon. C'est lié souvent. C'est lié, ouais. Ouais, Ce C'est n'est lié, pas on allait un en parler, trouble. on allait en parler. Bon, après, effectivement. HPI. il avait des avantages par rapport aux autres. Il était Ouais, non, HPI, non. il comprenait plus Spécificité. facilement. Hein, donc, et normalement, Donc, l'un HPI aurait au potentiel voilà, intellectuel. l'un aurait pu commencer l'autre. Mais Très enfin bien. bon. Et j'ai essayé de lui expliquer que dans la vie, ce serait bien quand même. Une fois, je lui ai dit, je t'enlève un point parce que là, franchement, la première ligne, il y avait 4 fautes. Et je lui dis non, il fait des efforts, il voulait pas. Alors il m'a fait tout un truc, monsieur, vous avez pas le droit, etc. Et je lui dis, mais tu sais, dans la vie, à un moment, on regardera. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai pour certaines raisons, mais on regardera ton orthographe. Il y a des études très sérieuses sur l'emploi. Les gens qui font des tonnes de fautes d'orthographe, bah, c'est préjudiciable dans l'emploi. Donc qu'ils fassent un effort. Je vais aller jusqu'au bout. Après, bien sûr, dans l'emploi. Est-ce qu'on a autant de places d'handicapés dans les entreprises que dans les écoles? L'université, est-ce qu'à l'université, les élèves qui ont des PAI ont le même suivi à l'université? J'en doute. C'est-à-dire qu'à un moment, Alors. on revient dans un monde de la réalité, et je pense que ces élèves, à un moment, il faut, Béatrice veut il réagir faut aussi. les faire rentrer dans ce monde de la réalité. Béatrice, Alors, il y on a va laisser un peu la l'évolution parole à Béatrice. logique, en fait. Alors, on sait bien qu'il y a beaucoup plus d'enfants en situation de handicap en maternelle, mais l'évolution logique, en fait, l'histoire fait qu'aujourd'hui, on retrouve de plus en plus d'élèves. Finalement, l'histoire de l'école inclusive, c'est finalement assez récent en termes de développement un peu conséquent. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on les retrouve à l'université. Donc, et puis on sait aussi qu'on en perd pas mal en route. Il y a peu d'enfants porteurs de handicap qui arrivent jusqu'à l'université. Donc, mais on en prend soin aussi à l'université. Il y a quand même tout ce concept de Et donc toutes les entreprises françaises, vous allez leur demander de faire d'avoir les mêmes modes de fonctionnement que ce qu'on a dans les Alors écoles. c'est déjà le cas. Hein, c'est la loi Non. aussi avec. Bien sûr, les chiffres. Qui ne se sert pas d'un ordinateur, ils sont quand même non, privilégiés non, mais dans c'est les vrai, autos, non, mais ils pas les savent pas ordinateurs. maîtriser. Les chiffres, Oui. les gens qui sont sous statut particulier dans les entreprises RQTH. et les gens, oui, bah donnez-moi les chiffres entre l'école et l'entreprise. Mais là, on parle même pas de ça. Non, parle de si, compensation de troubles. c'est-à-dire que On parlait dans d'un les exemple écoles, d'un trouble de mais l'écriture non, et vous un voulez élève pas venir. qui a un Je ordi reviens à dans l'école. les écoles, vous avez un pourcentage. Moi, je prends je vous dis, je crois que c'était 300 cas dans mon lycée sur 1700 qui rentraient dans l'un de ces des classifications que vous avez données. Je pense que dans tous ces élèves, il y en aura une infime minorité qui seront sous le statut ensuite. Voilà. Donc Mais là, Mais la je question, reviens, c'est est-ce on que ça parle- peut leur apporter Oui. quelque chose Attends, ou pas? De toute façon, ils c'est seront pas là, leur ils existent. rapporter, c'est mais bien sûr qu'ils existent. Mais à un moment, il y aura une réalité. Il va falloir qu'ils s'adaptent à une réalité. Je suis désolé. Les entreprises françaises ne vont pas fonctionner en disant, ah bah toi t'es inclusif, toi t'es inclusif. À moins que vous vouliez couler l'économie, voilà, c'est tout. Donc, Ça me fait penser à et quelque je chose que reviens, je mets en place. et je reviens, et je vais aller jusqu'au bout. Je reviens sur ce que va disait le laisser un peu la patronat. parole Le patronat s'inquiétait de, ah bah oui, on est très gentil à l'école, mais au final, les élèves qui sortent, les entreprises, ah bah elles arrivent pas à les faire Tour de travailler. table. Alors, Maë, ça, vas-y. c'est peut-être une réalité, certes, mais là, je crois que la question, c'est plutôt de savoir. C'est vrai, peut-être que la réalité, après, par la suite, elle est plus difficile. Mais concrètement, là,
L'idée, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour, alors pas l'inclusion, mais pour être inclusif et permettre à ces personnes-là de leur donner en tout cas les meilleurs outils à un instant T, le plus longtemps possible. Après, une fois qu'ils sont dans la société et dans les entreprises, c'est pas de notre ressort. Et si ça les avait aidés à évoluer jusqu'à la sortie de leur scolarité le débat, pour s'intégrer mieux. Le débat, c'est est-ce qu'il faut les conforter, Eric, on va laisser parler. est-ce qu'il faut les conforter dans Eric. cette situation? On va laisser C'est parler ça, en fait, t'as une vision. Mais Charline. tu n'as pas entendu la suite, donc tu peux pas Ah, savoir. Mais je pense que c'est pas exprime-toi inutile déjà, Charline, vas-y. de continuer. On t'écoute. Moi, je vois, par exemple, ces élèves. Finalement, ils seront là sur le marché du travail. Ils seront là. Est-ce qu'ils seront moins bons sans avoir eu tout ça, ou est-ce qu'ils seront un peu meilleurs? Est-ce qu'on aura pu les conduire à s'élever? C'est la question qu'on se pose finalement et qui est nécessaire. Est-ce que ça a un effet positif? Ah c'est ce qu'on espère, sinon... Voilà. Si ça en a pas, je te rejoins. Et c'est ce Alors là, ça sert à rien. souhaite et ce qu'on veut faire. Si ça en a un, si ça peut les tirer vers le haut et faire en sorte qu'ils arrivent un peu moins bas que ce qui serait arrivé, là, finalement, c'est pas plus mal parce qu'ils devront quand même s'insérer. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça que j'entends. Bien sûr qu'il y aura des élèves ou des situations Moi, je qui suis seront... au lycée. Je peux te dire qu'au lycée, après, je ne vais pas parler pour le collège où vous êtes au collège. Il y a de nombreuses stratégies autour de l'inclusion, entre guillemets, qui sont des stratégies pour avoir et je reviens là-dessus, pour avoir des tiers-temps, pour avoir des avantages par rapport aux autres. Et je vais aller jusqu'au bout. Il y a des gamins, ça m'arrive tous les ans d'avoir des gamins tout seuls au milieu, devant, là, parce qu'après, il y a la question du harcèlement. Et ça, c'était une question qu'il y avait au début, que je me suis posée au début, parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est l'inclusion 2005 Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac a un enfant handicapé. Et que jusque-là, c'était pas du tout. Il a fini président, comme quoi. Il était déjà depuis très longtemps en 2005. Je veux revenir là-dessus. Il était à la fin là. Je veux revenir là-dessus. Et après, il y a une question économique qui est fondamentale. Est-ce que ça coûte pas plus cher de s'occuper avec des petits groupes d'enfants que de les mettre dans un système scolaire? Tu sais combien ça coûte une journée en médico-social? Et c'est pour ça qu'ils ont l'inclusion, c'est aussi économique, on va pas se mentir, ça leur coûte moins d'argent. Mais bien sûr, c'est là où je veux en venir. Spécialisés. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que la finalité, elle est aussi largement économique. On se dit, on met les parents sont contents. Moi, je regarde, j'ai un petit neveu, je vais aller jusqu'au bout. J'ai un petit neveu autiste. Autiste, il est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on l'a mis de côté très vite. Puis après, à 14 ans, on a découvert qu'il était pas autiste en fait. Enfin bon, et le mettre dans une institution, ça coûtait très cher. Donc là, pour beaucoup, l'école, ça permet de faire des économies. Alors, il n'y a pas que ça. Si je peux me permettre, là, quand même. Béatrice. Du coup, je vais prendre la parole. Pour nous, clairement, l'école inclusive, c'est aussi de faire bouger les lignes sur la société de demain. Vous l'avez décrit. C'est un projet idéologique. Béatrice, continue. Vous l'avez décrit, c'est quand on côtoie au quotidien la différence, qu'elle soit diverse, parce que finalement, l'école pour tous, l'école inclusive, c'est pas que pour la situation de handicap. Bon, évidemment, nous, on est parents d'enfants ayant ce type de problématique, mais finalement, quand on observe la situation, on se dit que ça peut être profitable à tous. Et cette idée de faire rentrer dans l'école les enfants qui ont des besoins, alors là on parle des 10, etc., mais on peut aller bien plus loin. Il y a plein d'autres types de handicaps qui vont être, historiquement en France sont classés comme étant plutôt du domaine du médico-social. Aujourd'hui, l'idée c'est non, en fait tout le monde a sa place à l'école. C'est pour ça il faut pas mettre déjà tous les élèves dans le même panier. Effectivement, on était focus sur les 10, et comme tu dis, des maladies médico-sociales où là ça peut être plus complexe comme cas à gérer, il faut arriver à en fait, on va construire un parcours. Tout le monde a la place à l'école. Excusez-moi, mais enfin bon, les gamins de zones sensibles, la place à l'école, souvent ça finit en 3e ou quelques années après. C'est pas le sujet. Charline, c'est pas le sujet. Mais si. Charline, il y a diversité, classe sociale. Excuse-moi, mais c'est un sujet important. Sur les. On pourrait faire une émission entière sur ça. Charline, vas-y. Moi, je voudrais revenir sur les aménagements proposés en français. En quoi ça peut leur être bénéfique? C'est important, voilà, pour moi. C'est quoi mettre aménagé pour un PAP, par exemple un dyslexique? Mon document, en fait, je vais réfléchir mon document pour eux. Et le pire, c'est que ça n'entravera pas les autres et qu'en plus, je vais découvrir que ça va aider les autres. Beaucoup de fois. C'est quoi? Ça passe par quoi? Je propose des supports écrits et arrêts. Une police, par exemple. Alors il y avait OpenDisc, il est un peu moins à la mode aujourd'hui. Arial. En fait, le 10, il a énormément de difficultés à lire. Tu lui mets cette police-là, ça facilite
ça lui facilite la vie. En quoi ça dérange les autres? Pas. Par contre, ça les aide eux. Donc finalement, c'est un aménagement qui leur permet d'aller un peu plus loin. Enfin, de se faciliter la vie sans déranger personne. Ça va être quoi? Faire, par exemple, utiliser des schémas ou des cartes mentales. Moi, j'ai utilisé des cartes mentales au début pour les élèves avec un PAP. Et je me suis aperçue qu'en fait, tous les élèves, enfin, il y en a beaucoup qui se retrouvaient là-dedans. Donc finalement, les outils que je mets en place, ils sont pas nécessairement pas bénéfiques. Par contre, je suis assez d'accord sur plein de choses. Et sur Eric aussi, il y a des choses que tu dis sur, pardon, excuse-moi. Maëlys, pardon. Il y a des choses intéressantes que vous disiez, qui est la limite de cela. Parce que parfois, quand on veut vraiment accompagner, c'est plus possible. Je pense qu'effectivement, il y a quand même une dimension économique, mais pour des cas très lourds, je trouve qu'elle est discutable pour des cas très lourds. Il y a des cas où, je sais pas comment on fait, et on voit qu'il y a un peu d'une volonté économique, mais après, finalement, les autres, c'est pas toujours difficile. Par contre, le nombre d'élèves, oui, compte. Si tu veux vraiment suivre au plus près ces élèves-là, il te faut des AVS quand même, parce que sinon tu délaisses les autres. Ça, c'est un petit problème. Ça dépend quand même pour quand quel tu as type 35 élèves. Après, là, j'ai une classe de 12, Oui. parce qu'on parlait des groupes. On les appelle les oméga. Les oméga, c'est les plus faibles. Mais en fait, c'est vrai qu'ils sont plus faibles. C'est pas un groupe de nuls. C'est pas une classe poubelle. Moi, dans ma classe, excusez-moi, je reprends les lieux communs que disent les gens. C'est pas une classe poubelle. J'en ai 7 qui ont une mention au brevet. 7 sur 12, dont 3 mentions bien. Donc finalement, le petit groupe où j'ai pu aller, dès qu'il faisait les exercices, derrière le dos de chacun, lui expliquer ce qui va pas, comment, pourquoi, ça fonctionnait. Mais après, il faut une volonté aussi derrière. Faut pas se dire, oh, moi je prends celle-là parce que comme ça j'ai que 12 copies à corriger. On va pas se mentir. Il y en a plein des profs qui font ça. Enfin, s'ils ont l'occasion, moi je l'ai déjà vu. Ah, moi je veux la classe, tiens, ils sont que 6. Les copies, j'en ai marre. Tu vois, il y a une mauvaise volonté derrière. Mais quand tu mets vraiment le truc, quand tu mets vraiment la volonté derrière et que tu essaies de tout mettre en place, on peut réfléchir à quelque chose de beau. Je peux me permettre juste une dernière chose. Un exemple d'aménagement pour mes 10, pour la dictée. J'ai la chance d'être dans un établissement où on a une psychologue à temps plein qui nous gère une grosse partie des PAP, qui nous aide à les mettre en place. Qui, quand on n'a pas la première page des préconisations, elle peut la faire. Donc, c'est exceptionnel. C'est un dispositif qui est exceptionnel et voilà, il faudrait vraiment que tout le monde ait cela. Fichtre, je lui ai dit, regarde, j'ai mis ça en place. C'est la première fois que je n'étais pas d'accord avec elle. J'ai mis des propositions d'aménagement dictées pour les élèves. Je leur ai proposé plusieurs aménagements. Et là, je rejoins Eric, dans le sens où quand tu connais ton élève, tu sais que lui, il va décider de prendre le plus facile parce qu'il a un poil dans la main et qu'il sert de son truc. Il y en a qui le font. Mais tu le sais qu'il y en a qui font ça. Mais dans ce cas-là, c'est toi qui vas lui dire, écoute, toi, tu vas passer tel aménagement, tel aménagement, tel aménagement. Mais quand tu sais après la volonté de ton élève, que tu le connais personnellement, tu sais que tu vas pouvoir, pour certains, en fonction de ce qu'ils sont, leur laisser choisir et avancer dans la démarche. Ça passe par quoi? Au début, soit tu fais la dictée comme tout le monde. T'as pas d'aménagement. Tu peux aussi faire une dictée à trous, comme au brevet. Tu peux aussi avoir une dictée à choix multiples. En fait, je leur propose plein de choses. Et au fur et à mesure, je les invite par eux-mêmes à s'émanciper. Je passe par l'aménagement le plus facile. Et en fait, d'eux-mêmes, ils arrivent à vouloir eux-mêmes les aménagements les moins aménagés, si je puis dire, les moins complets. Ils ont évolué sur leur Ils façon évoluent. Mais je te rejoins, on peut pas faire ça avec tous les élèves. Il y a des élèves où il va falloir vraiment les prendre en main et les connaître bien pour savoir qu'ils vont un petit peu filouter. Je voudrais revenir sur 2 minutes sur les AESH. C'est juste. Ça tombe bien, moi Des aussi. abus, dans tout système, il y aura toujours des abus. C'est juste on finit aussi voilà, là-dessus. je finis en vitesse. C'est juste des témoignages. Collègues en mathématiques, changement de SEH dans l'année. Alors peut-être c'est des problèmes psychologiques. Enfin bon, l'élève était très bon au début de l'année, il l'était beaucoup moins avec le changement d'AESH. Premier questionnement. Et puis l'année dernière, j'ai un élève que j'ai cette année en plus, et étonnamment, en histoire géo, il est malentendant, c'est un élève intelligent, mais malentendant. Et là, il a pas de ESH. Et quand il est passé à l'oral de français l'année dernière, c'était français. Enfin bon, j'étais là et je regardais. Et très clairement, comme il était malentendant, il y avait la ESH qui traduisait.
Et il est très clair que j'ai presque failli intervenir à un moment en lui disant, l'élève, quand il comprenait pas des mots, elle utilisait d'autres mots. Et au final, c'était une co-participation. Et avec les ESH, c'est un gros problème. C'est que souvent, c'est quand même pas les AESH qui font le boulot des élèves. Moi, j'ai même des AESH, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai même des AESH qui participent à mes cours en classe. Ils lèvent la main, ils disent monsieur, etc. Ce qui est assez, voilà, mais si, la limite est très difficile. À Béatrice. Alors, dans la liste des aménagements possibles, il y a la notion de reformulation. Donc, c'est valable du CP au brevet, au bac, ça fait partie des aménagements possibles. Voilà. Oui, tout à fait. Mais vu comme c'était reformulé, en fait, elle répondait plus ou moins à la question. Mais elle répondait comment? Si elle est malentendante. C'était reformulé, mais t'as pas compris qu'elle aurait utilisé un mot, etc. Voilà, c'était tout. Alors par rapport aux AESH, j'aimerais bien quand même qu'on y voit un peu plus clair. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de moyens, on a beaucoup plus de personnes qui accompagnent. Je vais redire quand même le contexte. On a deux types de notifications. On a une notification donc l'AESH est réservée aux élèves ayant une notification MDPH. Notification MDPH qui indique AESH individuel ou AESH mutualisé. Aujourd'hui, 80% des notifications, sur le Var, à peu près, je pense pas me tromper de beaucoup, on est sur une grosse majorité de notifications mutualisées, avec une cotation horaire qui est finalement pas forcément au regard des besoins de l'élève, mais plutôt au regard de ce qu'on a comme possibilité. Donc on se retrouve avec des enfants qui sont accompagnés très peu d'heures par semaine, et nous on se questionne. Alors évidemment que d'abord on a longtemps les associations de parents ont milité pour que leurs enfants soient accompagnés à juste titre, mais on est aujourd'hui convaincus que qu'aujourd'hui on a comme solution de compensation du handicap en France, en scolaire, l'idée qu'il faut plus d'AESH. Aujourd'hui, on pense bien qu'on est arrivé à la limite du système. Et nous, parents, on dit aussi, attention, c'est vachement risqué. Parce que finalement, notre gamin, il va se retrouver avec 6 heures d'AESH par semaine. L'AESH est enceinte, elle est obligée de s'arrêter, on n'a plus d'AESH. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir plutôt à un ensemble de choses pour que l'élève, on rende accessibles les apprentissages. J'entendais tout à l'heure, l'élève dyspraxique, il peut avoir une tablette, il peut avoir l'élève qui est non lecteur. On va aussi travailler les cours en amont différemment. Et je pense que la problématique, c'est on prend la problématique de la lecture. Je suis proche, je me dis tiens, je vais avoir des gamins, ils sont allophones, ils sont dyslexiques, ils sont ceci, ils sont cela. Ils ont des problèmes de lecture. Comment je peux faire pour anticiper cette problématique-là? Ce que tu présentes tout à l'heure, ce que tu présentais, c'est la conception universelle des apprentissages. C'est-à-dire qu'on réfléchit en amont aux problématiques, qu'elles soient issues du handicap ou pas, aux problématiques qui vont se présenter à un enseignant. D'accord? Et si on réfléchit en amont comme ça, on va... alors, la AESH, pour certaines situations, elle va rester indispensable. Mais... on va pas tout miser là-dessus. Aujourd'hui, la première intention, c'est difficulté. Alors, il faut quand même que les difficultés soient importantes, avérées, etc., pour que la famille obtienne une AESH. Et difficulté à ESH. En fait, nous, on suggère qu'il y a bien moyen de faire autrement et de réfléchir de façon beaucoup plus globale et ensemble sur des aménagements. Et je pense aux évaluations, par exemple. C'est tout bête, des fois, les aménagements en place. Parce que je pense que je suis d'accord avec toi, sur cette question-là. Pour une fois. Exactement, pour une fois. J'espère que vous êtes détendu dans la suite. Après, il faut quand même savoir une chose, et je pense que tu es tout à fait au courant. Les AESH sont en train de devenir, dans le corps enseignant, une espèce de petite corporation qui défendent leurs intérêts. Charline, je trouve qu'on s'éloigne du sujet encore une fois. On était sur la lecture et on s'en va de la lecture. Du coup, on peut pas présenter à nos auditeurs quel aménagement revenons, parce que j'ai pas compris ce que j'ai voulu dire. En gros, je pense que les AESH, il faudrait qu'il y ait de la souplesse. C'est un peu ce que tu disais.
Donc peut-être à des moments il y en aura besoin, et à d'autres moments il y en aura peut-être moins besoin. Peut-être qu'un élève une fois il y en aura besoin, et puis à un moment il y aura plus besoin dans telle autre matière, etc. Moi, il m'arrive de les envoyer en histoire en fait, géo, j'ai l'impression par que exemple, cette quand j'en ai pas besoin. souplesse, on n'a pas. C'est-à-dire au début, on dit voilà, il y a tel élève, tant d'heures, etc. Et si à un moment, et elle-même, parce que là, les moyens, on enlève des moyens pour les AESH, on enlève des moyens dans les lycées, etc. Donc elles se défendent, et donc on voit, il y a une forme de, on s'accroche. Donc, alors que je pense qu'il y aura besoin de souplesse. Moi, ça m'est arrivé que des fois, comme tu disais, l'AESH était malade, et l'élève s'est retrouvé à prendre des notes, et il se débrouillait pas si mal que ça. Et j'avais presque envie de dire, bon, après, elle est revenue, et le gamin, il y arrivait. Donc peut-être. Mais en fait, quand on t'entend, on a l'impression que Charlie. tout est fake, qu'il n'y a pas de handicap, que c'est que des gros je m'en foutistes et qu'ils essayent de profiter seulement. Mais c'est un peu ce qui ressort, je trouve, de tes propos. J'ai juste dit que Et c'est pas du tout le cas. cet élève, Pas tout le temps, ça arrive, cet mais élève pas tout le dans temps. ce cas-là, la semaine où l'AESH n'était pas là, il avait réussi à se débrouiller pas trop mal. Et donc Charlie. voilà, je vois pas en quoi ça mais se c'est passe. parce que la chose, VS, ça Attendez, elle pas a tous pas en bien même temps. perçu enfin si le gamin au fur et à mesure, enfin l'idée, moi je connais plein d'AESH qui pigent très bien comment ça se passe, elles comprennent que le gamin il commence à avoir, et puis elles vont se détacher par exemple de la prise de notes. Après il y a aussi plein d'enfants qui ont un ordinateur. La question de la formation des AESH. Il y a plein Alors, d'AESH on voulait en qui- parler, mais il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, Allez. La formation, et aussi, est-ce que vous êtes formé pour accueillir, pour bien gérer tous ces élèves en difficulté? Les profs, je parle. Parce qu'on n'a pas de ESH autour de la Ah table. bah non, du coup, on n'a pas parlé de la je vois que lecture. Maë- On a encore Alors, on n'a vas-y, pas alors, parlé si tu veux. de la lecture. Vas-y, va. Alors, donc, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Béatrice, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la lecture? En fait, le gros problème de la lecture, c'est je lis un texte et il y a une compétence à évaluer. Cette compétence, c'est comprend-il le texte? Compréhension de texte. Là, voilà. Or, il y a une propédeutique. Enfin, il y a donc c'est-à-dire, pour atteindre cette compétence de compréhension de texte, qu'on va appeler, nous, la compétence cible, il va falloir que l'enfant maîtrise des compétences périphériques. Et il les maîtrise pas. Donc, il peut jamais travailler cette compétence cible parce qu'il est entravé par la lecture autour. Comment je fais? 1, reformulation. 2, moi, ce que j'étais jusqu'à faire. Vocaro. Je sais pas si vous connaissez. Vocaro, je produis un petit QR code avec des élèves qui ont une tablette. Et en fait, on leur lit les questions. L'élève, au lieu de passer 3 heures à essayer de comprendre, de lire la consigne, au moment où il doit rendre sa feuille, lui, il vient seulement de lire la consigne. Donc, on ne peut même pas mesurer si oui ou non il est capable de faire le problème, vu qu'il n'a pas la compétence de lire et d'arriver jusqu'au problème. Alors là-dessus, ça fait appel à la notion d'accessibilité dont on parlait tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, enfin moi, mon gamin aujourd'hui, il est plus âgé, il a 16 ans, mais petit, il avait un stylo lecteur avec un casque et ça lui permettait aussi d'être autonome. Il avait un accompagnement humain, mais par ailleurs, il avait aussi besoin de faire les choses par lui-même. Donc, il avait un stylo lecteur. Nous, à l'association, on prête ce genre de matériel. On va accompagner sur l'autonomie. Et ça peut passer aussi par l'utilisation d'outils, de matériel. Aujourd'hui, il y a la dictée. La plupart des ordinateurs ont la dictée vocale. On peut leur parler. On peut les faire lire. Aujourd'hui, on a les livres audio. Le livre audio, pourquoi pas? Même moi, j'en écoute. Pourquoi pas mon élève? Pourquoi je vais le bloquer? Il va pas réussir à lire alors qu'il y a des versions audio. Il y a aussi des versions 10 avec une police spéciale d'écriture, un interligne à virgule 5 qui lui permet de lire, des consonnes colorées différemment. Moi, j'ai croisé un gamin sur la plage il y a pas longtemps, je sors un peu de l'école et je le vois lire une édition 10. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, moi, c'est depuis que j'ai ça que je lis. Voilà. Juste pourquoi pas? Un témoignage sur la région a donné à tous les lycéens des tablettes. Donc tous les élèves de seconde ont des tablettes. Tous les élèves de seconde ont des tablettes. En première, ça se fait dans beaucoup de régions maintenant. Voilà. En première, ça doit être plus que 30%. En terminale, au mieux, c'est une tablette par classe. Il n'y a aucun service de suivi. Voilà, donc à un moment, c'est bien de dire on va utiliser des tablettes, etc. Moi, au début, j'étais plutôt pour les tablettes. On a mis les tablettes, et comme il y a les tablettes, il n'y a plus les manuels. Le problème, c'est que maintenant, les élèves n'ont plus les manuels et non plus les tablettes. Ça, Alors, j'ai rencontré ce problème aussi. Bien sûr, non plus les tablettes, donc au final, on fait des tonnes de photocopies.
Alors là, On le vous projette si on peut. Voilà, alors là, vous nous parlez de techno. Quoi? On parle pas des mêmes choses. Non, en mais fait. non, Le mais gamin, si on veut, non, mais si on le veut mettre gamin en, qui est pas si on lecteur, veut mettre je en vous place, garantis si on qu'il veut va mettre, garder son ordi. si Le on gamin veut- qui est pas si on scripteur, veut qui est mettre pas en place- lecteur, il va garder son ordi. Il va si on pas veut le mettre en place, au c'est, placard, hein. si on veut mettre en place ces pratiques, il faut qu'il y ait les moyens qui soient donnés. Là, on regarde, Ouais, l'État mais ne tous les suit élèves, pas. c'est pas les élèves en état Non. d'inclusion. Enfin, tu vois. Et On est d'accord. Mais Et la on a question dit d'inclusif 3,6%. aussi, bah là, ce vous êtes en train de dire ce qui m'inquiète un peu. Vous êtes en train de dire qu'il y a des élèves qui méritent plus que d'autres. Intervenir. Enfin bon. Non, Ouais, oui, ouais. mais ils ne méritent pas plus. Par contre, ils ont Bah, besoin c'est aussi des qu'on leur outils mette de les moyens. Ils n'ont pas de tablette, Ils ont ils besoin en de auraient. moyens Eric, supplémentaires. Eric, ce sont des outils de compensation. D'accord? Le gamin qui a un fauteuil Moi, je sais roulant pas. parce qu'il Moi, marche j'ai l'école pas. de la République, c'était l'idée qu'il y a un peu tout Bah le ouais, mais monde, regarde, vous tu allez dis essayer que de faire au pourquoi ils mieux. sont Alors, mauvais On va parce que pas- c'est pas tous ça en va même pas temps. Pas filer un Charles. fauteuil roulant à l'ensemble Attendez, des attendez, gamins attendez. sous prétexte d'équité. C'est un peu quand chiant, même. mais quand même. Là, je vous parlais de tablette et je parlais Oui. pas de tablette de fauteuil roulant. Il nous reste peu de temps. Alors, Maë voulait intervenir. On va laisser parler Maë. Vas-y. Non, mais je voulais simplement ajouter que du coup, la question d'une démarche inclusive, ça touche aussi. Donc, on a parlé pas mal de situations de handicap ou de troubles, ce genre de choses, mais il y a aussi des élèves qui ne sont pas francophones, qui sont étrangers, qui viennent et est-ce qu'ils rentrent aussi dans cette Oui, démarche-là? ils rentrent dedans. Voilà. Les allophones rentrent dedans. Et il y avait les collègues qui vont dire, ben moi, j'en veux pas, ça me regarde pas. Ou oui, je l'ai vu, je ne veux pas. Moi, l'année dernière, j'avais un Roumain et une Ukrainienne dans ma classe. Eh ben, Alors- comment je faisais? Google Traduction et Oui. les notions clés, je les tapais. Alors là, Et là, c'était projeté, ils voyaient tout. je suis d'accord avec toi et en vrai mais je pense que c'est aussi noble de la part, ça dépend comment c'est formulé, mais de reconnaître et là ça rejoint la question après, est-ce qu'on est formé, etc. Si ta collègue ne se sent pas capable, c'est aussi bien de pas nier ces problématiques face à cette réalité-là et de le formuler pour trouver des solutions, parce que plutôt que de Complètement. dire ah oui je prends et qu'après ça assure pas derrière, ou alors que justement ça se braque parce que par exemple toi tu te sens en capacité ou tu as envie de le faire, tant qu'à faire, si ça passe dans une démarche d'échange, je pense que c'est bien aussi de reconnaître quand on se Mais- sent pas capable. Mais complètement, là, je suis Et entièrement de d'accord. dire, ah Mais non, là, moi je prends pas. c'est du travail supplémentaire. Du coup, Voilà. c'est pas qu'elle en est pas capable, c'est qu'elle en a pas J'aurais envie. une quoi, clairement. peut-être, oui, J'aurais aussi. une Ah oui, question à poser pour rebondir sur une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Est-ce que, en termes d'inclusion, les élèves les enfants qui sont sous ces statuts multiples, est-ce qu'on retrouve la même diversité sociale que dans la société en général? Est-ce que, par exemple, on retrouve les mêmes pourcentages de gamins suivis dans les zones sensibles que dans les lycées, etc.? Est-ce que vous pourriez me répondre? Merci, Pas, madame. pas Non, forcément, mais moi, mais j'aimerais avoir la réponse. C'est-à-dire, la question, si j'ai bien compris, en- c'est est-ce qu'il y a autant dans les différentes classes socio-professionnelles d'enfants avec une reconnaissance MDPH? Voilà, la reconnaissance, pas la réalité, la reconnaissance. Avec les dossiers, etc., est-ce qu'on trouve Alors, les... la reconnaissance est réalité. Non, parce qu'il peut y avoir des enfants qui ne sont pas détectés et qui le sont, et à Oui, l'inverse... oui, voilà. d'accord. Ouais, Oui, sûr. oui, bien non, sûr. pas à l'inverse. À partir du moment où ça a Oui, été... mais moi j'ai des enfants, j'ai eu des élèves, je peux vous dire que j'étais tout seul au premier rang, je suis certain qu'ils avaient des problèmes, je suis pas spécialiste, mais et de nature autistique ou voilà, et ça rentrait dans des phénomènes de harcèlement, et ça on aurait peut-être C'est à dû- l'équipe pédagogique on de aurait signaler peut-être pour mettre en place. on aurait peut-être Eh ben, dû ça rejoint la voilà, question on de aurait formation. peut-être dû Alors, il faut qu'on y intervenir, réponde je finis maintenant, parce que là-dessus. sinon on va être obligé de passer Bon, sur je la finis. suite bientôt. On aurait Il peut-être reste dû 2 minutes. intervenir sur cette question, c'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir des difficultés. Alors, par exemple, en lycée pro, sur des élèves handicapés dans des lycées où les enseignants ont du mal déjà à tenir leurs élèves. C'est-à-dire, ils ont du mal à tenir leurs élèves quand en plus, au milieu de ça, il y a un élève qui a... voilà. Alors, C'est vrai, c'est vrai, c'est une difficulté. Je vois dans le lycée général, franchement, ça se passe globalement assez bien. J'ai même été agréablement étonné. Il y a des évolutions sur ces questions-là, très clairement, mais je suis pas sûr que ce soit le cas dans tous les niveaux scolaires. bon, après la question de gestion de classe, qu'elle soit de nature, dans tous les cas, ça concerne pas forcément. Oui, mais la question du bouc émissaire, c'est vieux comme le monde. Ah oui, ça c'est certain, mais du Alors, coup, t'as raison, Eric, hein, il y a beaucoup plus de cas de harcèlement. 40% des situations décrites sont Dans des lycées. situations... Non, des enfants porteurs de handicap. Ouais, bah oui. Donc, Et comme on dit, il y a Et différents sur types de... la formation, alors Ben oui.
Mais je pense qu'on va être obligé de passer dans Faut qu'on en parle la suite dans quelques secondes, à force. Non, mais effectivement, juste pour revenir, on voit que le système, que l'inclusion, être inclusif en tout cas, c'est compliqué, clairement. Bien sûr. Ça Oui, c'est suscite compliqué, débat, en tout bien cas. sûr. Bien sûr. Mais on est sur quelque chose de jeune. Il faut accepter aussi que finalement, à l'échelle de l'histoire, Alors, c'est l'avenir de l'école, ça, peut-être de clairement, pouvoir clairement, bien sûr. inclure tout le monde. Et du coup, pas que l'école, puisque l'école forme les futurs citoyens, donc ça reflètera la société La aussi, société de demain. Effectivement, c'est clair. Charline. Je suis Ouais. d'accord. Tu es d'accord, Eric Alors, Tu es d'accord, Eric ou Le pas mental 50 dans une oui et équipe. non, puisque au début, il y a une chose que vous avez Il va abordée, repartir puis on pour n'a une pas été demi-heure. là-dessus, c'était la question de la diversité. Eh ben, on en Bah, parlera parce peut-être qu'il faut dans faire la quelques- différence C'est entre maintenant aménagement et différenciation. D'accord, Ça aussi, donc on aurait va en dû le parler, faire. la question de la diversité, parce que... Voilà, on va en parler. On est d'accord, On va différence entre reprendre la main. aménagement et Non, mais la différenciation. diversité, c'est pas On une va reprendre la main avant de Différenciation. vous dire au revoir. Donc effectivement, nous avons reçu dans cette émission Mylène. On avait Charline Prinet qui est professeure de français à l'externat. Bon accueil à Toulon, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Voilà, et pour la suite, ça sera dans Faut qu'on en parle la suite. On avait Maëlys Paty qui est professeure contractuelle d'histoire-géographie. Merci Maëlys d'être venue dans Faut qu'on en Avec parle. plaisir, merci à vous. Béatrice Lombard-Etouati qui est secrétaire générale de Cap École, association en faveur de l'école inclusive. Merci. Merci. Et Bonne on a- soirée. Et on avait Eric Luce qui est professeur d'histoire-géographie. Voilà, merci merci. d'être venu. Et bien voilà, Mylène, je pense que ces 2 heures ont été chaudes. Oui, Voilà. on se retrouve Très, très dans la dense. suite. Eh bien pour la suite justement. Ben, dans quelques secondes, mais vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le www.fautquonenparle.fr, sur tous les réseaux sociaux bien évidemment, Insta, Facebook, partout en fait, et puis évidemment sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, bref, on est partout, voilà, c'est Faut qu'on en parle. Rendez-vous le mois prochain. À Yes. bientôt. Bye Bye bye, bye. bye.